Salut à vous, petites et grosses tentacules. Alors, au programme de ce numéro du dimanche, on va voir du Maléfice, un retour sur le PDF bêta. Donc, à quel point c'est pas fini, mais quand même, voilà, un petit retour pour l'instant de ce que j'ai pu y voir, ce que j'ai pu y lire, et puis la sensation et tout ça. Des petits interludes. Un truc qui voulait être un interlude de Brancalonia, mais que du coup ça dépasse légèrement les 10 minutes, donc c'est même plus un interlude. Donc un petit retour, voilà, une version synthétique de pourquoi Brancalonia c'est sympa, et puis un survol de ce qu'il y a dedans. Et on finit par l'interview de Trikitov, avec un petit montage, parce qu'il y a eu la pause café toilette. Passionnant. Sur ce, je vous laisse, et hop, c'est parti, donc dans l'ordre, hein, Maléfice, interlude, Branca, interlude, Triki. Et voilà. Bon dimanche à tous, jouez bien et tout ça. Alors, on va se faire le point sur le futur Maléfice d'Arkham Asylum Publishing, sachant que ce que j'ai lu, moi, c'est les PDF bêta pour les backers, donc c'est pas du tout le PDF méga définitif, donc encore moins, voilà, le livre physique. Qu'est-ce qu'on peut déjà en dire? Donc du coup, d'un point de vue général, surprise, il est beau, hein, c'est-à-dire il est à la hauteur, tout simplement, des bouquins de jeux de rôle post 2020. Donc ouais, voilà, c'est beau en fait. Les illustrations tabassent bien, on a une bonne mise en page, on a de la place pour voilà faire circuler l'œil, on n'est pas étouffé et voilà. Bon travail de mise en page et de maquettisme et belles illustrations intérieures. D'ailleurs, en parlant illustration, merde, j'ai pas noté, j'ai oublié le nom de l'illustratrice, mais on a une illustratrice donc qui a retravaillé tout le tarot, donc le grand jeu de la connaissance pour les puristes, et bah, qui est tout dans un style art nouveau, qui est assez sympa. On a des couleurs que certains pourraient trouver très guillerettes, bah, c'est art nouveau en fait, voilà, même si bon, il y a des trucs d'art nouveau un peu plus sombres, mais c'est un parti pris. Et puis il y a des cartes d'accueil, donc c'est pareil, niveau qualité, on va pas se rétendre dessus. Bon, qu'est-ce qu'on peut noter aussi? On passe sur un style de D20, enfin, pas un système D20 des D3, hein. Voilà, c'est bye bye le D100 qui nous rappelait Cthulhu. On est sur du D20 avec modificateur positif, modificateur négatif, des petits échelons pour un système qui est en fait relativement simple. Voilà, hein, on a un système léger qui donc s'efface pas mal derrière l'histoire. D'ailleurs, hop, j'ai fait un plan, je commence déjà à pas le respecter. En parlant de s'effacer derrière l'histoire, certains vieux de la vieille vont avoir un peu peur parce que maintenant on a introduit la narration partagée dans Maléfice. Bon, alors moi j'aime beaucoup. Rassurons tout le monde, c'est un système optionnel. Donc tu as de la narration partagée si tu veux. Il y en a, voilà, il y a des règles pour, c'est fait pour. D'ailleurs, il y a même l'intégration justement du tarot. Tout comme tu peux très bien totalement et absolument t'en passer et jouer à l'ancienne sans du tout avoir de narration partagée. Voilà, donc ça c'est fait. Rassurons les puristes, c'est optionnel. Sinon quoi donc? On va le prendre dans l'ordre, sinon je vais zapper des trucs. Moi j'ai beaucoup apprécié aussi qu'on aborde vraiment la thématique du fantastique, qu'il y ait des pages qui soient consacrées. C'est bon, c'est des chapitres qui vont peut-être faire un peu chier les vieux de la vieille au sens oui bah ça on sait. Enfin c'est une réédition qui aussi s'adresse aux nouveaux joueurs. Donc on y va avec les sabots et puis bah voilà, on explique bien clairement la littérature de l'époque, comment le fantastique il est dedans. C'est-à-dire que c'est pas du film, voilà, c'est pas du film contemporain, on est sur du fantastique beaucoup plus léger et quasiment deux chapitres qui sont consacrés totalement et j'oserais dire 2,5 parce que bon, on a aussi un chapitre sur l'aide au maître de jeu et puis bah ça fait un petit peu voilà beaucoup partie du truc. Donc ça, j'ai trouvé ça très appréciable. Pour continuer à pas du tout aller dans le bon sens, ce que j'ai trouvé aussi d'appréciable, c'est qu'on a un gros chapitre voilà, juste après l'intro en fait qui va bien te présenter l'époque. En plus, il est voilà, il est compartimenté. On a la vie quotidienne, on a une présentation globale de l'époque, on a les courants politiques et ce qui se passe avec certaines chronologies. Donc c'est très complet, sans être pour autant totalement étouffant. Alors de mémoire, il y a quasiment une cinquantaine de pages. Au-delà, ça aurait été un peu genre voilà, bouquin historique ou crime, tout simplement. Donc oui, on est sur un équilibre qui rend le truc ludique où t'as de l'info, mais t'es pas non plus complètement étouffé, tu passes pas un doc d'histoire, mais t'as des éléments pour t'aider, puis si tu veux aller plus loin, bah, de toute façon, il y a des livres d'histoire. Donc voilà. Il y a aussi un chapitre qui est consacré d'une vingtaine de pages, qui est consacré aux avancées scientifiques de l'époque, puis comment ils impactent et aussi avec enfin voilà
c'est retravaillé par rapport au jeu de rôle. Par exemple, ça finit sur un si Jules Verne, il avait raison, avec des petites accroches sur comment on peut mettre les choses en place. Donc là-dessus, c'est aussi du très agréable parce que du coup, on a une bonne première partie de livre en fait qui va te donner du contexte pour bien jouer Belle Époque, tout simplement. Ensuite, on arrive dans le système et dans les mécaniques. Bon, bah, c'est là en fait où on te fait, on va utiliser des dés de 20. C'est là aussi où ça fonctionne à l'archétype. Moi, l'archétype, c'est pas ce que je préfère dans les créations de perso, mais en fait, il y en a beaucoup et ils sont développés. Donc, bah, finalement, ça passe bien. Avec pareil, dans les petits trucs que j'ai appréciés, y a ce côté, ouais, on joue souvent des riches ou des nantis, même si bah, justement, dans les archétypes, tu peux jouer autre chose. Mais il y a le côté, bah ouais, en fait, tu joues des gens qui prennent du temps pour aller fouiner et investiguer. Donc, bah, tu joues des gens, en fait, qui ont quelque chose d'autre à foutre qu'aller travailler pour bouffer. Donc, par une certaine logique, oui, tu joues majoritairement, parce que tu peux jouer complètement autre chose. Hein. Tu as les archétypes pour, justement. Tu joues les gens, quand même, qui sont un petit peu aisés. Voilà. Il y a un travail qui est fait aussi un peu pour la parité des sexes. Voilà, où dans les archétypes, on dit oui, bon, bah, hop, si tu veux jouer une madame, tu peux par rapport à ça, puis à ça. Bon, par exemple, hein, pour certains archétypes, il n'y a pas un genre curé, bah, t'es un curé. Bon, par contre, tu peux faire une religieuse. Mais voilà. Et puis c'est pareil, même dans l'archétype de l'armée, bah, forcément, tu peux pas faire une seule date. Hein. À l'époque, c'est totalement, enfin voilà, c'est niette. Par contre, bah oui, tu peux faire une infirmière qui est parmi les militaires. Puis, du coup, tu peux te raccrocher un peu à l'archétype. Mais voilà, sexisme de l'époque oblige. Il y a certains archétypes qui sont quand même plus orientés pour jouer des personnages masculins que pour jouer des personnages féminins, même si bah, justement ça a été pensé. Et puis à chaque fois, il y a bien, d'ailleurs pas à chaque fois, quand c'est à propos, tu as des petits trucs genre hop, comment transformer ça au féminin. Ensuite, parce que je vais dans n'importe quel ordre, oui, alors le truc que personnellement j'ai trouvé bien fait, même si d'un point de vue général dans Maléfice, j'aime pas, c'est le Club Pythagore, qui a quasiment son chapitre. Alors, le Club Pythagore, là où ça résonne avec l'époque, c'est effectivement, c'est l'époque où il y a des loges, où il y a des cercles de bourgeois et de gentilshommes qui sont oisifs et qui aiment se compléter, s'occuper leur temps libre et puis se passionner pour l'occultisme. Sans quoi moi j'aime pas en fait le Club Pythagore, et puis c'est bien fait, voilà. Mais donc avis général qui dépasse complètement cette édition. Le petit truc que j'ai jamais aimé dans n'importe quelle édition du Club Pythagore, c'est que quand je fus jeune et que je jouais à Maléfice, je suis loin d'avoir tout fait, j'aimais bien le côté des prêts tirés qui sont faits pour une histoire et qui peuvent être croyants, hein, mais qui peuvent croire au surnaturel, mais voilà, qui vont pas d'enquête en enquête. Ce qui est quand même le principe en fait du Club Pythagore, c'est d'avoir une excuse pour garder des personnages et puis voyager en France pour aller vous confronter aux faits légendaires. C'est pour ceux qui aiment bien jouer en fait scénario après scénario puis conserver leurs personnages dans Maléfice. Moi, je fais quand même vraiment plus partie de l'école qui aime Maléfice des prêts tirés par rapport à une histoire spécifique dans laquelle ils sont inclus et qu'à la fin de l'histoire, ciao les persos, on vous aimait bien, mais pour la prochaine partie, on prendra d'autres personnes. Voilà, bon. Donc, vous pouvez forcément jouer à Maléfice comme ça, mais pour ceux qui aiment bien conserver leurs personnages, il y a le Club Pythagore, et là, en l'occurrence, on a le Club Pythagore qui t'est proposé, et justement, tu as le premier scénario qui est du livre de base, qui est limite un peu recrutement pythagoricien. Voilà, en fait, ils vont croiser des membres qui font déjà partie, et si c'est pas des débiles dans le premier scénario, ça peut faire que justement tes personnages entrent dans le Club Pythagore. Parlons d'ailleurs des scénarios. Il y en a deux, deux comme avec mes petits doigts. Ils sont possibles en fait d'être joués, enfin ils sont possibles, il est hautement conseillé de les jouer à la suite, mais donc La Maison de Poupée, qui était le scénario de la V1, ils vont le rééditer avec aussi un autre scénario du Club Pythagore, parce que le Club Pythagore, c'est un vrai club de jeu de passionnés de Maléfice.
Et bon, du coup, on sait que par rapport au backer, il y a le PDF et puis qu'il y a un imprimé qui va être envoyé, machin. Je sais pas comment en fait ça va être accessible pour le grand public qui achète son bouquin en magasin. Je pense que ça donnera lieu en fait à un supplément, hein. Et en fait, les deux scénars de base peuvent se jouer, même si à la fin du premier, tu as une accroche en fait pour mettre la maison de poupée. Donc ça fait pas scénario du livre de base qui s'enchaînent les deux, même si tu peux. C'est plus prévu pour faire scénario du livre de base, hop, maison de poupée, hop, deuxième scénario du livre de base. Voilà. Mais tu peux le faire en horizontal. Sinon, bah, les plus et les moins, peut-être, ça oui. C'est un truc que j'ai bien apprécié. Il y a un petit passage au niveau des conseils qui, alors d'habitude, voilà, dans les conseils OMJ, on va te parler, ouais, des ambiances, mettez de la musique, faites ci, faites ça. Et ben là, en fait, ils vont te dire les côtés positifs et les côtés négatifs. Ouais, c'est bête, mais c'est un truc qu'on voit pas souvent. Et même par rapport à une des forces de Maléfice qui est complètement gardée pour cette édition, à savoir Maléfice a une grosse réputation. C'est un jeu débordant pour les aides de jeu. Et là, ben, les auteurs, ils te font bien remarquer, mais attention, les aides de jeu, ben, à force, les joueurs, ben, quand ils trouvent un indice, mais qu'ils n'ont pas une aide de jeu, ça fait presque un indice méta qui dit, ouais, mais en fait, l'indice, il n'est pas important. Tout comme, oh, il n'y a pas la photo du PNJ, ah bah, c'est pas un PNJ important. Ils disent, ouais, voilà, à trop gaver vos joueurs d'aide de jeu, après, ils peuvent avoir ce mauvais côté de se dire, il n'y a pas d'aide de jeu, donc on s'en fout, c'est un truc mineur. C'est marrant, c'est une remarque, enfin, moi, que j'ai trouvé très pertinente, surtout qui va à contre-courant voilà, d'un des points forts au niveau mythologique, holistique, bah, de Maléfice. Maléfice, c'est un jeu qui a construit aussi sa réputation sur un truc bourré d'aides de jeu avec un côté voilà détaillé. Et j'ai trouvé ça, enfin voilà, à la fois, c'était pertinent. C'était, enfin voilà, on sent que les mecs c'est des passionnés qu'on joue à Maléfice. Hein, je ne m'avance pas beaucoup. D'ailleurs, je pense aussi qu'ils devaient être un peu stressés les auteurs parce que si je dis pas de conneries, c'est la première édition de Maléfice qui va se passer sans les auteurs d'origine. Donc du coup, ça doit être un petit peu parce qu'on a gardé l'esprit. Et puis bah oui, hein, enfin moi j'ai complètement reconnu l'esprit de Maléfice. Il n'y a pas de souci, hein, à savoir effectivement ce côté belle époque, à savoir ce côté un fantastique qui est subtil. Voilà, on n'est pas tombé. Je vais me prendre des caillasses, mais on n'est pas tombé sur certains côtés que peut avoir l'appel de Cthulhu avec gros mon monstre. Maléfice, tu joues pas gros mon monstre. Maléfice, tu joues voilà, les petits trucs subtils qui t'indiquent qu'il y a du fantastique et qui justement d'ailleurs, enfin certains scénarios mis à part, te laissent tout le temps dans l'entre-deux. Est-ce qu'on est dans du spirituel? Est-ce qu'on est dans du rationnel? Est-ce qu'on est dans quelque chose qui nous semble être rationnel, mais qu'en fait non, il y a des trucs mystérieux et puis fantastiques derrière, ou inversement. D'ailleurs ça c'est un truc qui enfin ils ont sorti les sabots quand même pour bien que ça rentre dans la tête du lecteur, et c'est tant mieux parce que il me semble que ça fait partie de l'ADN du jeu. Tout comme il y a tout un système qui va en fait opposer la spiritualité à la rationalité. Et quand tu vas trop dans les extrêmes de l'un ou de l'autre, que tu es trop rationnel, pas assez rationnel, trop spirituel, pas assez spirituel, ton personnage, ça devient un PNJ injouable. Voilà. Bon, d'ailleurs, au niveau mes propres bémols, j'étais pas du tout d'accord que quand tu es hyper rationnel, tu deviens un taré. Tout comme quand tu n'es pas du tout spirituel, tu deviens violent et tu n'as aucune considération pour l'autre être humain. Mais voilà, ça c'est pas c'est pas un exposé philosophique, c'est un parti pris dans la mécanique du jeu pour bien faire en fait que vos personnages peuvent tendre plus dans l'un ou dans l'autre. Mais si on va trop loin, en fait, bah on a un PNJ et ton perso, déjà il devient bien barré. Et puis il devient tellement barré en fait qu'il en devient injouable, tout simplement. Donc oui, une mécanique propre à Maléfice qui est de bonne loi par rapport à Maléfice. De toute façon, le surnaturel existe. Bon, après, niveau rationalité, on peut aller très loin. Hein. Tu peux aller jusqu'à un truc du genre méga Sherlock Holmes, que dès qu'il te voit, il dit « Oh, t'as mangé ça à midi, et puis t'as des problèmes de digestion. » Sur deux petits indices, comme tu peux avoir des bons gros perchés complètement mystiques. Mais voilà, il y a un système de balance qui fait que quand tu vas trop loin, eh ben t'es injouable. Tout simplement. Le contest citoyen, j'en ai déjà parlé, il est vraiment de qualité. Enfin, j'ai trouvé ça bien, c'est bien équilibré. Il y a un côté quand même très. On a voulu du didactique dans le jeu, ça, aussi bien pour les règles que pour l'exposé de l'univers. Donc bah, ça aide à prendre en main. Je pense qu'ils ont essayé à la fois de faire plaisir aux vieux, hein, aux vieux de la vieille. Je pense qu'ils font partie des vieux de la vieille.
toute façon. Donc bah, ils se sont fait un petit peu leur maléfice aussi à eux qui leur font plaisir. Tout comme ils ont essayé un peu de le moderniser. Bah, par exemple, l'apport de la narration partagée, c'est clairement, enfin voilà, un trait moderne. Le grand jeu de la connaissance, alors le tarot, ils ont essayé de le mettre aussi un petit peu en avant. Donc, moi, j'ai bien apprécié par exemple qu'il a un impact dans la narration partagée. Que dire d'autre? Bah, j'ai trouvé aussi qu'il y avait moins le côté aléatoire de la créa de la V1, même si bon, bah, il y a toujours les histoires, voilà, un petit peu d'allié. 1, 2, 3. On a toujours en fait un gros impact du tarot. Au niveau des quoi d'autre? Que je m'explique tout mal dans tous les sens, n'importe quoi. Non, j'ai fait mes points, voilà, mes points majeurs. Ah si, la spéciale dédicace à l'avant-hier de la page 26. Voilà, on a du joli tableau d'époque. C'est pas, il me semble pas que ce soit un vrai tableau d'époque, mais voilà, on a une petite lavandière, la suive malgré elle, au travail. C'est ouais, c'est assez. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était du bon, que c'était du joli. Enfin, le joli, le jeu en lui-même, en tant que livre, voilà, il est bien agencé. Mais j'ai retrouvé voilà, ce qui m'avait charmé l'époque où j'étais joueur de Maléfice, à savoir qu'on est dans un fantastique qui est abordé en fait, avec, bah, on va le dire clairement, avec plus de légèreté et de subtilité que dans Cthulhu. Voilà, il n'y a pas de confrontation grands anciens dans Maléfice. On est sur un jeu dont le fond de commerce, en fait, c'est pas du fantastique live, mais voilà, du fantastique comme dans les romans fantastiques de l'époque, c'est-à-dire le petit truc qui te fait comprendre que, oh, mais rationnellement, ça c'est impossible, oh mon dieu, peut-être que les fantômes existent et tout ça. Et voilà, c'est du bon travail, c'est du travail respectueux de la matière première, du jeu Maléfice. C'est du travail, enfin, je pense, voilà, je ne connais pas en fait les pérégrinations des auteurs, mais je pense que c'est des gros fans, hein, ça se sent. Tu as vraiment l'impression que tout le long, ils ont bien fait gaffe de rester justement dans l'esprit du jeu, et puis d'essayer de concilier bah, les attentes voilà, de leurs potes de table, je pense, et puis d'essayer de le rendre attractif et abordable par la nouvelle génération. Je pense que s'ils avaient mis, on va me dire que je prends les jeunes pour des cons, mais que s'ils avaient fait un truc encore plus chargé au niveau historique, ça aurait peut-être été un petit peu, voilà, un petit peu indigeste. Enfin, je pense à la V1 ou ne serait-ce par exemple que Cthulhu Belle Époque, qui avait vraiment un côté un petit peu indigeste quand même dans bouffe tes infos. Enfin, c'était une autre époque. Là, on a quelque chose qui est quand même très digeste. Voilà, c'est ouais. Et puis bah comme d'hab, hein, donc les vos lames de tarot, donc du grand jeu, vont avoir des impacts sur la mécanique. T'as plutôt intérêt d'avoir la lame de la chance, hein, parce que la lame de la chance c'est bien. Et puis voilà, tout simplement. Donc on résume un système simple, léger, facile à se bouffer, qui est bien expliqué. Ah ouais, j'avoue hein, que j'ai essayé un peu de faire la chasse aux incohérences pour faire ma petite merde et dire ouais arcade j'ai encore chopé des trucs prenez-moi dans les rush testeurs parce que comme ça hop, testeur hop tu reçois la bouquin gratos mais ouais j'ai rien trouvé de coquilles ou de phrases enfin c'est bien écrit en plus voilà c'est agréable sans pour autant parce que oui sur Maléfice on aurait pu avoir la tentation de l'ultra littéraire il n'y a pas ça enfin par exemple j'avais beaucoup apprécié le niveau d'écriture bah, voilà très littéraire de Cabal. Mais du coup, je sais que ça a rendu la lecture un peu indigeste pour certaines personnes. On n'a pas ça dans Maléfice. Voilà, c'est bien écrit, mais on n'est pas dans une aspiration littéraire. On est quand même voilà, dans un jeu qui se veut bien écrit, mais qu'oublie pas qu'il est un jeu qui est avant tout fait pour être joué. Enfin, Cabal n'oublie pas du tout. Hein. Cabal, c'est propre. Voilà, si ne comptez pas sur moi pour dire du mal du Cabal. Mais voilà, ça reste vachement abordable. On a une bonne densité d'infos, mais écrites de manière à ce que tu arrives à les digérer, qui c'est bien structuré. Donc ouais, c'est un système simple, une bonne densité d'infos, mais qui ne t'étouffe pas. Et puis surtout, ben, l'esprit de Maléfice de l'époque est conservé, tout simplement. Moi, au niveau des bémols, c'est effectivement bah, le club Pythagore, mais c'est pas par rapport à cette édition, c'est par rapport à l'existence du club même Pythagore. Enfin, comment en plus, il me dérange pas à partir du moment où mes joueurs, ils en font pas partie. Enfin bon, je me suis déjà étendu dessus, donc ça va devenir sinon
un blabla général sur Maléfice et moi et non pas cette édition. Donc ne tombons pas dans ce travers moi-même. Est-ce que j'ai rien oublié? Il est très beau, machin, ça c'est dit. Les 2 chapitres consacrés aux thématiques fantastiques que j'ai appréciés, parce que l'air de rien, on aurait pu le torcher beaucoup plus vite et c'est pas le cas. La narration partagée qui est optionnelle et c'est une bonne chose. Le grand jeu de la connaissance qui est bien utilisé. Le chapitre sur le club Pythagore, les 2 scénarios, la petite mécanique mysticisme, rationalisme, putain, apprends à en parler. Le côté aussi, les bons conseils, voilà, le chapitre des conseils, des fois tu les trouves chiants, des fois tu les trouves pas chiants. À force d'en bouffer, c'est vrai que j'ai plus la sensation d'apprendre grand chose, mais ne serait-ce que ce petit côté, ouais, les aides de la jeu et la musique, ça peut être bien, mais pas que, des fois, il y a aussi des impacts négatifs là-dessus. Enfin, tu sens des magiquement de la bouteille. Un bon contexte, c'est sûr. Ah si, je l'ai pas dit. Il y a aussi, je crois que je l'ai. Enfin bon, on s'en fout. Redisons-le. Il y a un paragraphe en fait qui est sur le contexte scientifique de l'époque. Donc c'est assez sympathique. Et puis voilà, la spéciale dédicace à la Lavandière, page 26. Voilà, cœur avec les doigts. Donc Maléfice, bah hop, on attend la version finale. Mais ce PTF bêta, voilà, il met l'eau goût à la bouche. C'est une belle réussite, ce n'est absolument pas une trahison, voilà, du Maléfice d'origine. Je pense que les auteurs sont des fanboys du Maléfice d'origine. Si j'ai tout bien compris d'ailleurs, enfin ils sont entretenus avec l'un des auteurs d'origine. Enfin ils ont essayé voilà de faire quelque chose qui est raccord à l'esprit. Et je trouve qu'ils ne sont pas merdés du tout. Donc un Maléfice légèrement modernisé par rapport à notre temps, mais qui garde l'ADN de base de Maléfice. Donc voilà, enfin, faites-vous plaisir. Si vous êtes fan de Maléfice, c'est du tout bon. Si vous êtes nouveau joueur et que vous trouvez que Cthulhu c'est trop frontal, trop violent, trop truc d'horreur et que vous voulez quelque chose de plus subtil, bah voilà, vous avez Maléfice qui arrivera, je sais pas quand la date, hein, il n'est pas encore sorti, mais qui arrivera un de ces 4, qui bah, pour l'instant, les PDF de bêta, elles sont bien jolies, ils sont bien agréables à lire, et puis voilà. Le petit interlude Inspi Manga. Bon bah pour ceux qui aiment bien les mangas, qui supportent l'AVO, je conseille Fairy Gone. Voilà. Donc F-A-I-R-Y espace G-O-N-E. Le pitch, alors on est entre post-sécession, début Belle Époque, dans un monde totalement uchronique imaginaire. Il y a eu une guerre et du coup il y a eu des super soldats qui ont été fabriqués en fait grâce à la greffe d'animaux féeriques. Les fées, voilà, sous forme animale, on les bute, on prélève les organes et on fait de la greffe d'organes dans les humains et les humains du coup ils ont des pouvoirs. Bon après le manga développe tout un univers, un monde, de l'intrigue, de l'histoire, mais rien que le pitch de base est assez rigolo. Voilà pour une fois qu'on... J'avais jamais vu ça dans le jeu de rôle, cette manière d'expliquer les pouvoirs magiques des gens. Et ça donne des idées. Enfin, j'ai trouvé ça bien sympa comme pitch. Et le début du manga est bien sympa aussi en termes d'ouverture, monde construit. On pourrait facilement délirer là-dessus par rapport, par exemple, à Château Falkenstein. Tiens, ça fait presque un supplément Château Falkensteinien. Hop là, ça c'est fait. Alors hop, intermède Brancalonia, en super vite condensé. Livre de base, livre de supplément. Et puis c'est tout bien, mais je vais essayer de vous donner les 3 bonnes raisons pour lesquelles c'est quand même une bonne chose de pousser les gens à au moins un test Brancalonia. Déjà, raison numéro 1, c'est fun, c'est drôle, c'est refun. Voilà. Dans mon entourage, j'ai quelques anti-DDS qui ne veulent pas en entendre parler. Je suis en train de les faire basculer. Je suis fier de moi. Voilà. Oui, Cédric, je pense à ta gueule, t'y passeras. Bon, ceci dit, ça c'est le numéro 1, c'est méga drôle. Ça va s'adresser à qui? Ça va adresser à tous les joueurs de Medfan, DD ou autres, où vous avez une petite tendance à dériver dans le scénar où vous fendez bien la gueule, en fait vous avez un jeu qui est fait pour vous. Mais attention, c'est la raison numéro 2, c'est pas du grand n'importe quoi. T'es pas dans Toons, il y a vraiment du fond. Il y a du fond du côté du background, il y a du fond du côté du système. Voilà, tout simplement. Du fond du côté du système, parce qu'en fait, tout a été retravaillé, aussi bien les races que les classes, pour en fait être bien dans le goût de l'univers. L'univers, c'est du spaghetti fan. C'est du S assez étrange, hein, mais c'est ça. C'est Don Quichotte qui a un peu abusé de l'acide. Enfin, ça vaut le coup. Un camarade de jeu, il s'amuse à décrire ça. C'est comme le bon, la brute, le truand,
où tu peux jouer en fait que la brute dans un monde merveilleux. Mais avec le double sens du mot merveilleux. On joue pas que des brutes, mais ouais, on joue que des anti-héros, au sens même si tu es vraiment quelqu'un de gentil et que tu aspires à faire le bien, tu as quand même eu des problèmes avec la police, tu es quand même recherché, tu es quand même un gredin malgré toi, et puis tu es un loser, quoi. Tout simplement. Donc 1, c'est fun et refun, 2, il y a vraiment du fond, et 3, c'est tout con. Mais avec les 2 livres, je voudrais dire les 2 livres de base, parce que tellement, oui, voilà, le supplément, tu pourras pas t'en passer, tu as 13 scénarios. Tout simplement. Voilà, donc tu as quoi jouer déjà longtemps avec ça. Et puis avec le kit, ça monte à 14. Mais bon. Donc maintenant, allons-y, allons-y. On va se prendre la 4e de coupe parce que de toute façon, voilà, j'espère la semaine prochaine, mais c'est pas sûr que j'ai le temps. De toute façon, ça sera dans 15 jours. Je ferai une grosse vidéo dessus. Et quand je vais dire grosse vidéo, voilà, ces vidéos, je prends beaucoup de temps, comme pour Historia. Puis vu que c'est chiant de ressortir des vidéos en parallèle, ça c'est la compressée rapide. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit la 4e de couve? Parce que bon, les 4e de couve, ne nous mentons pas, c'est le moment où l'éditeur il essaie de vendre son jeu en boutique. Hein. C'est une page de pub, donc on va être critique par rapport à la page de pub. Une description générale du royaume. Bah ouais, c'est vrai, et justement, t'as un good background. Donc dans le livre de base, bonne nouvelle, tu sais où tu joues, et t'as un bon goût. Par exemple, ils le mettent pas, mais donc il y a des passages, putain, je sais même plus si c'est dans le livre de base ou dans l'extension, où on te présente le système monétaire, c'est le livre de base. C'est un gros bordel, c'est pas si compliqué que ça, mais en fait, il y a plein de noms, de machins. Et puis ça finit par vous vous sentez perdu, vous inquiétez pas, voilà, les habitants aussi. Ouais, enfin, c'est très mal raconté, mais c'est une bonne punchline, voilà. La punchline, elle est bien mise, mais là, quand je raconte, c'est très mal. 5 nouvelles espèces jouables, oui, effectivement. Et les autres, en fait, les autres, tu les joues pas. Tu joues pas d'elfes, tu joues pas nains, tu peux, parce qu'en fait, il y a des endroits où tu as des gens de l'extérieur qui arrivent, mais c'est moins fun. Voilà, tu joues les espèces, les races qui sont faites parce qu'elles sont plus fun. 12 nouvelles sous-classes. Effectivement, c'est que des archétypes. Et par rapport au livre de base, c'est une des très rares remarques négatives qu'on peut faire. C'est qu'au final, vu qu'il y a un archétype par classe et qu'il est hautement déconseillé de jouer les classes qui viennent de dragons ou de donjons et dragons telles quelles, parce qu'elles ne collent pas au monde, qu'en plus il y a des classes qui collent bien, et bien l'air de rien, ça vous fait qu'un barbare, qu'un rôdeur, qu'un mage, qu'un ensorceleur, tout ça, tout ça. Vous voyez le principe. Donc là-dessus, tu as envie de dire, zut, et ben en fait, c'est comblé avec, mais ne brûlons pas les étapes. Donc, 12 nouvelles sous-classes, c'est vrai, mais du coup, c'est le seul point faible du livre de base, c'est que du coup, si vous avez 2 barbares, ça sera forcément le même type, d'un point de vue construction mécanique archétype, du barbare. Des nouveaux historiques, talents, équipements et objets magiques, tout ça repassé à la sauce de Brancalonia. Donc du coup, c'est très très bon, à la brancalonienne. Il y a tout un système qui fait que tout votre matos, c'est du matos pourri en fait, mais tu as des petites règles pour faire ça. Enfin, c'est du truc tout con, hein, mais par exemple, ton équipement de mauvaise qualité, ton arme, quand tu fais tu tapes ton échec critique, mais surtout, le truc, il est pété. Tu as un désavantage pour le prochain round. Faut que tu passes un round dans ton coin à remettre genre ta poignée d'épée, parce que tu as une épée de merde en fait. Tes armures, elles pètent. Ils sont plus gentils sur les composants de sort, ça change pas la mécanique, mais genre, tu fais une boule de feu pouillant. Tu fais des trucs comme ça, quoi. Puis des historiques, tout le reste, de toute façon, c'est les dons, les talents sont recalculés par rapport aux créatures, aux espèces qu'il y a dans Branca, aux classes de Branca. Des secrets, des menaces, des curiosités, des points d'intérêt, des rumeurs. Oui, du coup, là, ça se répète un peu, en fait, par rapport à la description générale du royaume, mais effectivement, même pour le MJ, il y a de la densité qui est donnée. Et par exemple, là, c'est pas mis. Il y a il y a des jeux. Il y a des jeux typiques brancaloniens. Et ça, c'est vraiment sympa. Tu as 2 nouvelles règles, donc non, il parle pas des jeux là-dedans. Tu as une nouvelle forme de baston qui s'appelle la Rix. Et c'est comme dans Astérix, en fait. C'est quand tout le monde il se fout sur la gueule, mais personne n'est là pour se tuer. Il n'y a pas d'armes. Et il y a vraiment toute une mécanique. Tu mets des ignons au lieu de faire perdre des points de vie. Il y a tout un système en fait qui ressemble un peu au système des magiciens, au sens tu as des emplacements de prise que tu vas dépenser pour faire des coups spéciaux, en gros. Donc tout le monde, il y a les règles de bagarre générale, tout le monde peut avoir des prises de bagarre générale. Les classes vont aussi te donner les affinités, n'importe quoi. Les aptitudes de classe sont retravaillées pour être utiles en Rix. Les jeteurs de sorts vont avoir des prises magiques qu'ils vont pouvoir placer.
Donc voilà, il y a des fins comme ça. Tu as aussi les notoriétés, les primes, enfin, il y en a à boire, à manger. Enquête de 4-1, une campagne en 6 épisodes, ben voilà, et ça effectivement c'est une longue campagne, c'est plein de corvées. L'émission en fait ça s'appelait Corvée, t'as intégré une bande, puis en fait bah, ton patron il t'envoie faire des trucs, donc c'est les corvées, et 24 nouveaux monstres et adversaires typiques de l'histoire. Les bestioles, bon là il y a quelques monstres qui restent des monstres, mais elles sont quand même bien revues et retravaillées pour être du goût de Brancalonia. Donc ça ne met pas en fait ton bestiaire monstrueux ou ton livre de créatures totalement obsolète, mais de toute façon, ça serait même un bon guide pour te faire retravailler les créatures à la brancalonienne. Voilà. Ça c'était pour le livre de base. Qu'est-ce qu'on a dans le supplément? Des nouvelles options pour les canailles. Oui, et ça c'est le bonheur, parce qu'il y a une nouvelle classe, une toute nouvelle. Elle est vraiment sympa en fait, c'est marionnettiste. Et tu as des petites marionnettes magiques par lesquelles tu peux faire tu peux faire des trucs, quoi, en fait. Il y a plusieurs types de marionnettes différents, ça c'est vraiment très sympa. Euh, une palanquée, attends, j'ai pas fini d'ailleurs. 10 nouveaux archétypes, 3 nouvelles espèces, c'est les meilleurs. Voilà, j'adore les démons dans le livre de base, mais dans le supplément, en fait, t'as les chabotés, fun. Et puis t'as aussi les habits animés. Ça, c'est méga classe, les habits animés, c'est voilà, t'as un tas d'habits vides. Tu peux être une armure vide, des habits de voleur vides, des objets de lanceur de sorts vides. Et puis toi, voilà, tes stats fringues animées, donc c'est un peu la folie. Et puis il y a les ratons, donc c'est des rats, voilà, des rats conscients, machin, qui peuvent avoir leur classe. Une palanquée de nouveaux équipements de toutes sortes, bah oui, hein, hop, renouveau matos voilà, pour avoir du goût de Brancalonia. Un tas de nouveaux sorts et d'invocations au sein. C'est vrai, mais c'est un petit tas. Voilà, c'est pas un grimoire. T'as des nouveaux sorts voilà, qui typent le goût de Brancalonia, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas un grimoire. Mais t'en as des nouveaux, c'est vrai. Quantité d'informations, de nouveaux aspects de Brancalonia, c'est vrai, et c'est pas du tout secondaire. Il y a plein de trucs qui sont ramenés en avant. Par exemple, bon, les fées ont un truc assez particulier dans cet univers. Ils ont un côté bien fou la merde. Il y a les bonnes fées, mais il y a aussi le parrain ou les parrains fées. On sait même pas exactement combien ils sont, mais c'est un espèce de parrain mafieux de l'univers magique. Enfin, voilà. Et t'as des trucs sur eux. Ils ont fait des thématiques, des dossiers thématiques par rapport à certains points de l'univers pour que toi, MJ, t'aies de la consistance. Et c'est très bien fait. Des nouveaux monstres adversaires, bah oui, quelques-uns. Cette nouvelle corvée, c'est le gros point fort du supplément. De toute façon, on va pas se mentir. Les nouvelles races, la nouvelle classe et les nouveaux archétypes. Ça, c'est le gros point fort numéro 1. Le gros point fort numéro 2, ça va être qu'effectivement, il y a plein de scénarios, de corvées qui sont dedans. Et le gros point fort numéro 3, c'est effectivement les informations sur l'univers. Il y a une densité que tu n'arriveras pas à placer dans tous tes scénarios, mais du coup, c'est ça, on a une profondeur pour un univers décalé, ce qui n'est pas évident à inventer en fait. Voilà, on invente plus facilement sur le fil des trucs déjà connus, reconnus de notre fans que des bons délires où eh ben, tu as plein de choses sous la main. Ouh là là, je vais dépasser 10 minutes, c'est mal. Et tu as 4 villes voilà, qui te sont détaillées avec du plan et puis des infos. Donc Brancalonia, c'est bon, goûtez-y. Agathe a organisé un Tour de France où tu as des tests un peu à droite, à gauche. Vraiment, si vous avez l'occasion, testez-le. C'est vraiment fun. Après, bon, si vous êtes allergique complètement aux Medfan et puis vous aimez pas du tout les jeux qui sont drôles, vous êtes le combo pour détester Brancalonia. Mais alors, sorti de ça, voilà. Si pour toi, le côté humour dans un jeu de rôle, c'est Oni, bon, bah, quand même, ouais. C'est la pierre angulaire de Brancalonia, c'est que c'est le fun et qu'on s'amuse. Donc, voilà, si pour toi tu ne joues qu'à des trucs très sérieux, ça va coincer. Même les allergiques aux Medfan, il y en a quelques-uns qu'on a réussi à leur faire dire ah mais pourquoi pas finalement. Voilà, petite pensée à toi Pierre. Donc Brancalonia, c'est bon, mangez-en, bouffez des spaghettis. Flash info, Tatin, Lulu, en fait, eh ben, ils vont monter leur prix. Et ça va pas être pour les poches des auteurs. Donc si vous avez des trucs à commander sur Lulu en vous disant ouais, faut que j'y pense un de ces quatre, c'est le moment. Genre, rappelons que DeepSeek, c'est dispo chez Lulu. Bien que, en fait, non, actuellement, présentement, j'ai vérifié avant de faire la vidéo, il y a une page erreur machin alors qu'il est bien dans le catalogue de James Sornad. Chelou.
Mais bon, voilà, c'était pour l'idée. Donc hop, donjon sans façon, coureur d'orage, et je monte trop vite. Cœur vaillant, enfin, tout ce qui est du chibi, et puis tout ce qui est de toute façon produit par les auteurs indés que vous pouvez trouver sur Lulu. C'est un petit peu le moment ou jamais. Enfin, ça sera pas jamais, mais après, ça sera plus cher. Et bon, c'est con, hein, on trouve pas Sonja et Conan sur Lulu. J'ai fouiné, mais j'ai pas trouvé. Donc, je sais pas comment il publie ça. Sûrement lui-même grâce à sa petite maison, la Belle Rouge. Mais voilà. De toute façon, c'était ça l'info importante. En petit flash info, Lulu va monter ses prix. Donc, si vous aviez des envies de commandes sur Lulu, faites tout ça. C'est début novembre qui monte les prix. Donc faites tout ça fin octobre et commandez hop tout d'un bon coup. En plus, vous réduirez les frais d'envoi, il me semble. Et puis youpi. Parce qu'après, ouais, je crois que ça va prendre cher. Hein. C'est 15 ou 20% que ça va prendre. Donc autant le faire maintenant. Voilà, tout simplement. Bonne commande à vous. Alors, enregistre. Salut à toi, Trikitov. Bienvenue pour ton interview sur ton boulot en général, ta vie, ton œuvre et deux fois et deux chers en particulier. Voilà. Ok. Eh ben, merci Benoît. Bonjour tout le monde. Bonjour à ceux qui nous regardent et ceux qui nous regarderont. Voilà. Merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir invité. Pas de rien, de rien. Donc je suis content pour une fois, j'accueille quelqu'un, enfin pour une fois, ça arrive quand même régulièrement, mais grâce à ta fiche Grog, j'ai vu que tu étais plus vieux que moi, donc c'est moi le petit jeune, ça fait du bien. Et oui, ouais, ouais, oui, ça commence. Les années commencent à porter. Les années commencent à porter. Vieux rôliste aussi, vieux geek aussi. Hein, il y a Me juste bousille à pas ma voir. transition, c'est pour ça que je venais là-dessus. Donc tu es plus vieux que moi et tu as commencé tôt. Comment as-tu commencé? Enfin, Ah bah écoute, cet aspect vieux moi j'ai rôliste. commencé le jeu de rôle au tout début du lycée, donc c'est-à-dire il y a plus de 30 ans de cela. Donc voilà, parce que là je vais avoir 47 ans bientôt. Donc et j'ai commencé le jeu de rôle un peu par hasard. Hein. Pour l'anecdote, je faisais déjà des livres dont vous êtes le héros, tu vois, ce genre de truc. Et dans mon lycée, parce que je prenais le train pour aller au lycée, il y a eu un problème de train, on devait venir me chercher, j'avais du temps devant moi, etc. Je cherchais une salle pour faire des devoirs, pour m'avancer un peu, et j'ouvre une salle, et là je vois une bande de gars autour d'une table et tout, ils n'étaient pas trop nombreux, je demande si je peux m'installer, ils me disent oui, etc., pas de souci. Je m'installe, je commence à sortir mes affaires, et là je commence à entendre Mélanie Bonnet, Pantang, des épées, des démons, et moi je lisais déjà Morcook, depuis un certain temps et tout l'ensemble du cycle. Et je me suis rapproché, quoi, tu vois, naturellement. Mais qu'est-ce que vous faites, les gars, quoi? C'est pour les cours, etc. Et je voyais des dés et tout, enfin bref. Et donc ils m'ont expliqué ce qu'était le jeu de rôle. Le maître de jeu en question, il dit, bah, écoute, on a une place, si tu veux, demain, on se retrouve et puis on te montre. Et puis, ben voilà, j'ai mis le doigt dedans. Et puis, depuis, ça ne m'a pas quitté parce que je pense que j'ai toujours joué. Alors, plus ou moins, hein, mais j'ai toujours joué régulièrement. C'est-à-dire que le moins, c'était une fois par mois. Voilà, mais j'ai toujours joué. Même encore maintenant, voilà, je joue une à deux fois par semaine, soit en tant que joueur, soit en tant que maître de jeu. Donc, ouais, ça ne m'a pas quitté. Donc, ouais, vieux rôliste qui a roulé sa bosse sur pas mal de tables. Ouais. Un gros consommateur, parce que quand même un usage deux fois par semaine, c'est du bon niveau. Ouais, je consomme beaucoup, beaucoup. Ouais, c'est ça. Je suis addict sans doute, hein, mais comme beaucoup d'entre nous. Ouais, ouais, je joue régulièrement, je maîtrise régulièrement. Là, tu vois, là, je suis joueur à DD5 sur la malédiction de Strahd. Je maîtrise Descente en Averne. Bien sûr, je fais faire des playtests à ce que j'écris en ce moment. Dès qu'il y a une partie, un one-shot qui s'organise, si on me propose et que je suis libre, je dis rarement non. Donc, ouais, voilà, je lance les dés, qu'ils soient physiques ou virtuels, avec grand plaisir, parce que ça me permet aussi de me nourrir, quoi. Voilà. Ok, et donc du coup, vu qu'on en était à ta prime jeunesse, on a appris que tu as mis le doigt dedans avec du Storm, donc Ouais, ouais, ton... c'est le premier jeu auquel j'ai joué. Ouais. Premier jeu auquel j'ai joué, c'est Stormbringer. Et après, rapidement, j'en suis venu à maîtriser. Et le premier jeu que j'ai maîtrisé, c'est Cyberpunk année 2020. Voilà, ça c'était mon premier jeu que j'ai maîtrisé, mais réellement, mon vrai coup de cœur, c'était quelques temps après, dans une sorte de continuité, je suis tombé sur Warhammer première édition.
Et puis ben voilà, je me suis lancé dans Warhammer. J'ai suivi quand même la première édition, la deuxième édition. J'ai fait un peu l'impasse sur la troisième. Mais mes premiers souvenirs vraiment de réussite, en tout cas de me dire ça y est, j'arrive à faire vivre quelque chose à mes joueurs. Je pense que j'ai compris, en tout cas j'ai cerné le monde à mon niveau et j'arrive à faire ressentir des choses sur l'horreur, sur la noirceur, sur ce que peut être véritablement le monde mis en place par Warhammer Fantasy. Ben voilà, c'est mes premiers gros souvenirs en tant que maître de jeu, ils sont sur Warhammer. Voilà. Même si j'ai continué Cyberpunk, hein, mais c'est sur Warhammer où vraiment j'ai pris le plus de plaisir et j'espère mes joueurs aussi. Et puis après, ça s'est enchaîné. Hein, voilà. Est arrivé très rapidement le monde des ténèbres. Non, Voilà, arrête de me forcément. bousiller mes transitions. Toi, j'étais en train de lister les jeux bien symboliques de notre époque. Je vais te faire bon, alors Vampire, Monde des Ténèbres, Culte, Ah oui. comment a été Ouais, ton ouais, parcours? c'est exactement ça. Ouais. Je suis passé par là, je suis passé par le monde des ténèbres. Alors, ce qui était intéressant dans le monde des ténèbres, c'est que finalement, j'ai joué à Vampire la Mascarade. Et par la suite, à la fac, j'ai joué à Vampire la Mascarade, mais en GN. C'est-à-dire le théâtre de l'esprit avec la règle, avec le Shifumi pour certaines actions, etc. Et j'ai joué pendant plusieurs années au GN. Alors, c'était intéressant parce que ça m'a permis de faire un peu des transpositions, et puis même en termes d'imaginaire, même pour la construction de mes scénarios, puisque à l'époque j'étais maître aussi, même si, encore une fois, j'ai pris plus de plaisir par la suite à maîtriser du Dark Age que du Vampire la Mascarade. Voilà. Du Mage aussi, j'ai longtemps maîtrisé Mage, qui était pour moi une vraie révélation en termes d'écriture, de conception de la magie, et puis d'ouverture sur les possibles. Ça a été quelque chose pour moi de grandiose, Mage. Ok. Là, c'est mes petites lubies, mais Néphilim, Cops, INS, t'as un peu mis Mm. les doigts dedans? Alors, INSMV, beaucoup. J'ai plus joué à Magna Veritas, j'ai plus joué des anges que des démons. Si, voilà. Ah, va-t'en! C'était c'était plus, voilà, parce que, mais pour des questions, parce que les maîtres organisaient plus. Alors, j'ai jamais, pour le coup, j'ai jamais maîtrisé INSMV. J'ai toujours été joueur. Voilà. Néphilim, j'ai été un peu joueur, mais autant j'aimais bien les romans, etc., autant j'ai eu du mal à rentrer, moi, en tant que rôliste, un petit peu dans le jeu. Cops, bien sûr, j'ai joué, j'ai lu aussi. Enfin, il y en a des jeux qui sont passés. Ars Magica aussi, où j'ai été joueur. Enfin, il y a plein de jeux, quoi. Hein. Et Donjons et Dragons. Hein, voilà, un Donjons et Dragons qui, depuis mon entrée dans le jeu de rôle, m'a suivi à travers toutes les éditions. Hein. Voilà, Même DD4? ouais, même DD4, hein, j'ai toute la collecte en français de DD4. J'ai été joueur à DD4 avec mon jeu de cartes, avec mes pouvoirs quotidiens, mes pouvoirs à volonté, mes pouvoirs de rencontre. J'ai maîtrisé DD4, voilà, avec des grandes battle maps, etc. J'ai été au bout Alors, je de te la note. cave, c'était absolument pas une question innocente parce que c'est un grand malade, comme vous remarquez au-dessus de lui, là. Oh, il y a quelques dragons. Non, en fait, il a à peu près 800 trucs qui sont rangés Ouais, dans le garage. Alors je lui dis, ouais, vas-y, une vidéo. Mais il dit, non, mais t'es un ouais, grand ouais, malade, c'est tout rangé dans le ouais, garage. Je vais pas. Mais ouais. voilà, donc On peut juste pour faire, dire, ouais, quand on dit un on peut, peu DD4, c'est un DD4. Allez, ouais, vas-y, fais maniaque. plaisir, dis-le. Ouais, oui, oui, maniaque, maniaque. En fait, j'ai voulu aller jusqu'au bout de la note d'intention de DD4, parce on peut reprocher beaucoup de choses à DD4, une approche très technique, un gameplay qui était clairement inspiré du jeu vidéo, etc. Mais n'oublions pas que DD4 se situe quand même dans l'ensemble des univers de Donjons et Dragons. C'est-à-dire que, bien sûr, tu jouais à DD4 à travers le moteur technique, avec le game design, ce qui était proposé, mais pour autant, ça ne t'empêchait pas d'explorer les royaumes oubliés. Et moi, j'ai beaucoup aimé la Mage Pest. J'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé avec le mélange entre Abeir et Toril. Voilà, d'ailleurs, on pourrait se faire une battle, une rencontre avec Wari de la chaîne JDR Passion sur, voilà, ou même avec Isler, on en parlait tout à l'heure, sur Donjons et Dragons. Donc, j'ai utilisé la proposition de Donjons et Dragons 4, mais pour autant, c'est le fan de l'univers Donjons et Dragons qui l'a mis en scène. Et DD4, voilà, j'ai exploré
ce que proposaient les règles de DD4. Et je jouais même à Donjons et Dragons miniature. Hein. C'est pour ça que j'ai autant de figurines, parce que je suis allé jusqu'au bout du trip, voilà, pour voir un peu ce qui pouvait se passer. Et puis après, je suis là, je suis sur la 5. Quoi, voilà. Parce que du coup, alors, hop, je l'ai sous la main. Je suis pas fan de DD4 pour la simple bonne raison que les jeux de figurines, ça me saoule, mais quand même. Le truc, je trouve qui. De James. 4 Light, j'apprends à en parler. Deep Six, quand même, c'est Tornade, ça. Hein. Ouais, c'est James Tornade, ouais. Tornade, ouais, tout à fait. Ouais. Super bon boulot. Mais bon, parce qu'il était très synthétique, non, mais tu as raison. Hein, un boulot très, très synthétique et qui va à l'essentiel. Mais James, il a une belle écriture. On a correspondu pendant un temps avec James. On était peut-être dans l'idée de développer d'ailleurs un univers Medfan. Lui, après, il est parti sur autre chose et moi aussi d'ailleurs. Mais on avait commencé à créer un monde, en l'occurrence, à partir d'écrits que j'avais pu mettre en place, et puis d'idées qu'il avait aussi, lui, hein, un monde qui s'appelait Nalcha, la perle, avec des histoires de dragons, de portails, etc. Voilà, ouais, mais j'aime beaucoup ce que fait James, hein, ce qu'il a fait sur Brigandine est vraiment terrible. Voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Comme je lis beaucoup, hein, je lis beaucoup de jeux de rôle, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie en termes de création. Enfin, à mon sens, hein, je le classe. Enfin, c'était pas du tout ce n'est pas prévu. Mais ouais, je le classe dans les grands game designers français, quoi. Ouais, bien sûr. Après, tu peux rajouter John, hein, le Grumpf. Voilà, moi j'aime ce qu'il fait. En plus, j'ai eu la chance de bosser avec lui sur le futur Donjons et Chatons. On pourra en parler après. Voilà, c'est vraiment J'aime beaucoup comme Martin aussi dans la sphère plus indie. Voilà, ce qu'il a fait autour du métro, là, je trouve ça génial. Simon Lee sur Héros d'Argile. Thomas Munier, Thomas c'est un pote hein, sur Milvaux. J'ai eu la chance d'écrire aussi un peu dans Milvaux. J'ai fait un petit jeu Milvaux Air Forestière avec lui. Enfin, voilà, donc ouais, il y a des noms comme ça qui marquent vraiment la sphère jeu de rôle francophone. Quoi. Ah, on est bien d'accord. Alors du coup, hop, toi, je voulais juste faire une mini parenthèse parce que je lâche pas le sujet de DD4. Parce que j'avais commencé sur autant, je vais pas faire le faux cul. Enfin, j'avais essayé un DT4, mais vraiment le côté figurine, moi, ça m'a. Mais je trouve que par rapport, et c'est pas du tout pour relancer la guerre interéditoriale, voilà, ça on s'en fout. Mais toi, en termes de prise de risque, et enfin, je viens là-dessus parce que tu as commencé à le dire, ils ont osé faire avec le background des évolutions qui étaient quand même pas piquées des hannetons. Ils ont retravaillé les univers de fond. C'était, enfin, ouais. Oui, bien sûr. Et puis, au-delà de ça, le DD4, la grosse erreur de DD4, c'est à ce moment-là, c'est de ne pas proposer des grosses campagnes. C'est-à-dire d'avoir proposé des mondes qui évoluent, avec, après que ça plaise ou ça plaise pas, mais l'évolution des royaumes oubliés, elle est majeure dans DD4, et ils n'ont pas mis en place de campagne de jeu pour supporter ce lore-là qui évoluait. Mais d'un autre côté, pour moi, ça a été l'occasion d'expérimenter en fait mes propres campagnes. J'ai commencé par des scénarios voilà, qui étaient proposés, qui étaient en fait une succession de rencontres, hein, qu'on soit clair, avec vraiment une toute petite épaisseur de background derrière tout ça. Et moi, ça m'a permis justement de combler les vides, de rajouter de l'épaisseur, de créer des instances de roleplay autour de tout ça, et puis d'injecter ce que j'avais envie d'y injecter. Donc pour moi, DD4, ça reste une bonne expérience parce que j'ai pu y expérimenter quelque chose. J'ai pu y expérimenter quelque chose dans le cadre du jeu de figurines et de l'aspect technique, voilà, et du mélange des genres et du gameplay que l'on peut retrouver dans les jeux vidéo. Et j'ai pu injecter aussi de la création et puis me sentir peut-être libre aussi. Par exemple, Pathfinder de Paizo, lui proposait des énormes campagnes. Et ces énormes campagnes qui sont très bien écrites, qui sont vraiment des petits bijoux, ben, c'est des campagnes que tu joues, que tu suis, même si on sait que les campagnes, personne ne les joue de la même façon et chacun prend ses libertés avec. Mais malgré tout, il y avait le cadre de la campagne qui était la locomotive de leur univers et de leurs produits.
Et de fait, DD4 par le vide amenait à devoir combler le vide. Alors certains ne seront pas d'accord avec moi, et je respecte tout à fait, mais je pense que DD4 avait une force interne, et après on pouvait ne pas supporter le côté figurine et tout ça, bien entendu. Oui, c'est des histoires de goût, hein. On va pas tergiverser si t'aimes la salade ou pas. Je sais pas, Exactement, exactement. c'est l'exemple. Donc du coup, on a bien digressé sur DD. On a fait les jeux de vieux. Post 2000, c'était quoi les jeux qui t'ont bien marqué? On quitte la fac, on quitte l'enfance. C'est tes jeux de la maturité. Oh, bon, ouais, j'ai tellement fait de choses en fait, tu vois, que j'ai tellement été pioché, que ça aille du Bloodlust, après que ça soit même à un moment donné la première édition de Temps aussi, que j'ai redécouvert par la suite. J'ai continué dans le monde des ténèbres, bien entendu. J'ai continué à explorer du Donjons et Dragons. J'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passait aussi d'un point de vue plus amateur, tu vois, sur des créations plus amateurs. C'est là aussi où moi je me suis lancé dans mes propres créations. Parce que c'est ce qui bousillé mes transitions. Voilà, pardon. Mais voilà, c'est une période. Hyper frustrant. Il y a eu Deadland, il y a eu plein de choses qui peu à peu m'ont amené en fait, ont accompagné ma maturité de rôliste. C'est-à-dire de me dire, là, j'ai peut-être envie de moi de plus en plus de créer, d'écrire, de proposer des trucs à mes Et joueurs de du mes coup, propres créations. dis-moi, Trikitov, comment as-tu glissé dans l'écriture et as-tu commencé à produire des trucs de jeux de rôle avant que tu bousilles ma transition? Ah, les questions sont orientées, toi. Elles ont des buts de. Alors c'est intéressant. Si C'est tu intéressant abandonnes parce que la question, c'est mal. Sert plus à voilà, rien. oui. C'est intéressant parce que l'autre fois, à Octogone, quand j'étais à Octogone, on a fait un petit interview avec Powa, et Freux disait, bah, Tricky, il fait les réponses, il fait les questions, il ne faut pas le laisser parler. Donc, tu vois, je retrouve ça là. On va chercher le martinet, là. Bah, comment c'est venu? Bah, en fait, moi, bon, tu vois, j'écrivais des trucs un peu sur des forums, tout ça, mais surtout, je proposais à mes joueurs et à mes tables des campagnes fleuves. Je pense que certains de mes joueurs, bah, voilà, que ce soit Joël, Gabriel, Z, etc., vont se souvenir, Franck, des campagnes Warhammer en deuxième édition qui étaient pour eux, en tout cas, ils en gardent à chaque fois un très bon souvenir, moi aussi, et on partage là-dessus. En tout cas, j'ai commencé vraiment à mouliner du scénario. Voilà, et à proposer des choses à mes joueurs. Et en fait, c'est une rencontre. Il y a quoi? Il y a peut-être 7 ans de cela, donc c'est pas si vieux que ça. En fait, j'en viens à échanger avec Batro Noban. Et à l'époque, ouais, il y a plus de 7 ans, un petit peu plus de 7 ans de ça. Et à l'époque, il écrivait Royaume des légendes, c'est-à-dire le petit supplément sur une version fantasmée de la France pour Donjons et Dragons 5. On vient à échanger, c'était vraiment tous les débuts de Donjons, et il me propose, est-ce que tu veux écrire un truc dans le supplément, un petit encart, etc. Et j'écris un petit encart, effectivement, sur une région de France, la Champagne-Ardenne, dont je suis issu, et les Ardennes plus particulièrement. Et puis, de fil en aiguille, il me dit, bah ouais, tiens, est-ce qu'on fait pas plus, quoi? Et puis, Batro, c'est vraiment une machine d'imaginaire, quoi. Donc, on s'est bien entendu. Et on a enchaîné sur Héroïque. Et c'était ma première écriture. Héroïque, c'est des 4 hyper synthétique, hyper simplifié, etc., en format jeu d'initiation. Et donc, j'ai un exemplaire là, d'ailleurs. On parlera peut-être à certains. Et on commence là-dessus. Et à travers ça, j'écris un monde, Erlion, une ville, Zor, qui est un peu moyen-orientale, etc. Et ça, c'est ma première vraie, on va dire, création en jeu de rôle d'un point de vue professionnel. Et Batro a été pour moi une rencontre très importante parce que c'est lui qui m'a dit, mais ouais, mais vas-y, quoi, t'as des choses à dire, on peut créer ensemble, voilà. Et donc, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Et je le salue ici, je reconnais son grand talent. Et voilà, c'est parti comme ça. Et après, ça s'est enchaîné parce que finalement, on a enchaîné rapidement sur Colonial Gothic. Moi, j'adore cette période-là de la Nouvelle-France,
J'aime aussi la culture amérindienne, etc. Donc, on a eu envie de se lancer dans cette aventure-là, c'est-à-dire de faire un colonial gothique francophone. On a bougé la période, on a bougé le système, voilà, puisque Colonial Gothic au départ c'est un jeu américain, mais qui se passe plutôt pendant la guerre d'indépendance. Et nous, on va jouer véritablement au moment où la Nouvelle-France tombe, quoi. Donc on s'est lancé dans cette aventure-là. Donc j'ai écrit dans Colonial Gothic, j'ai écrit la campagne, une petite campagne qui s'appelle Abîme, qui en 4 scénarios va jusqu'à la chute de Québec. Comme j'étais en lien avec Thomas Munier et que lui aussi, Batro, ben, on a mis du Milvaux dans Colonial Gothic, hein, et la campagne, elle tourne autour de ça. Donc voilà, et puis après, Nautilus, Aqua Blue, Awaken, et voilà, c'est parti, quoi. C'est parti. Voilà. Et toujours aussi des créations indépendantes, hein, j'ai fait aussi Calliope. Non, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je t'en prie. Non, je disais, j'attendais que tu en viennes à Naughty, parce que c'est effectivement toi un début de parcours avec Batro jusqu'à. Voilà, il me semble que c'est votre dernier boulot conjoint, Naughty. Ah, il a été aussi sur Aquablue, hein, Batro, hein, J'avais plus du tout vu, en moi. partie. Ouais, Nautilus, c'était le gros projet, le dernier gros projet peut-être qu'on a fait ensemble. Il n'y avait pas que nous deux. Moi, j'aime travailler en équipe. Moi, j'aime bien multiplier les idées, les regards. J'aime bien créer en équipe. C'est quelque chose qui me va vraiment bien. Donc voilà, on parle de moi là, mais en fait, réellement, derrière, à chaque fois, il y a d'autres personnes, heureusement. Et donc, Nautilus, moi, j'ai la chance de me dire, à chaque fois, je choisis un peu les projets auxquels je veux participer. Jules Verne, il a bercé vraiment mon enfance et mon adolescence. L'île mystérieuse, 20 milieux sous les mers, etc. Enfin voilà, ça m'a transporté quand j'étais jeune. Et le fait d'avoir l'opportunité de pouvoir écrire dans l'univers de Jules Verne, pour moi, c'était magique, quoi. C'était magique. Et de pouvoir écrire une suite possible après la mort du capitaine Nemo dans Nautilus, parce que dans Nautilus, c'est ça, c'est le capitaine Nemo meurt après les événements de 20 milieux sous la mer, et il cède le Nautilus à des héritiers, qui sont des membres de l'équipage du Nautilus, qu'incarnent les joueurs, qui reprennent le flambeau, avec Nemo qui a conscience d'avoir peut-être été trop loin. Nemo, c'est quand même un pirate, il se venge des Anglais pour des choses horribles, hein, qui ont été faites à sa famille, et il passe le flambeau peut-être avec une idée plus pacifique, etc. Donc ça a été merveilleux pour moi de participer à ce projet. J'ai écrit 2 scénarios de la campagne, on a refait les mécaniques, même si elles étaient basées sur le taf de Lino. Bref, voilà, ça a été magique. J'ai adoré Nautilus, je pense que le livre est beau, ce qu'il propose est vraiment bien. C'est un jeu qui est positif. Pour moi, c'est un vrai jeu de campagne où tu t'empares vraiment du Nautilus, tu peux le customiser, tu peux voyager à travers le monde, tu peux suivre la campagne, bien entendu, c'est même recommandé, mais tu peux faire tes propres intermèdes, ouais, c'est de l'exotisme aussi. C'est une période hyper intéressante, finalement, entre ère industrielle, colonialisme et espace de liberté. Enfin, c'est vraiment intéressant. Chercher un jeu de mots pourri, Nautilus et Aqua Blue sur le côté, on patauge dans l'eau. Mais bon. Bah ouais, c'est ça. Mais c'est la suite logique. Mais tu me voles ma transition, c'est pas Ouais, t'as possible, vu, Benoît. chacun son tour. Ouais, bah oui, après, on a enchaîné après Nautilus, on a enchaîné Aquablue, on est resté dans l'eau, en fait, hein. Delcourt voulait se tester au jeu de rôle et puis peut-être mettre en place une encyclopédie de leur univers Aquablue. Et on a eu la chance de travailler avec les éditions Delcourt, on a eu la chance de travailler avec les dessinateurs. Et puis voilà, mais là aussi, il y a eu Vincent de Rôliste TV avec qui j'ai bossé beaucoup parce qu'en fait, avec Vincent, on a beaucoup travaillé sur la planète Aquablue et sur les Méoumé, les habitants de cette planète, les autochtones de cette planète. Et qu'est-ce que ça voulait dire, le choc des cultures avec les humains qui arrivent, etc. Donc, on a essayé de recréer un peu une culture cohérente, basée sur la Polynésie, etc. Donc ça, c'était un beau travail aussi. Mais finalement, c'est ce qui m'a donné aussi l'envie de travailler un peu sous licence, tu vois. Nautilus, finalement, dans le monde de Jules Verne, Aquablue, là, on est vraiment dans une BD, donc il faut respecter le canon. En même temps, tu peux te permettre de créer, parce que dans une BD, il
crée pas tout, en fait. Il crée le cadre du scénario de la BD. Mais tout n'est pas pensé comme dans un jeu de rôle. Parce que ça, c'est la richesse du jeu de rôle. Le jeu de rôle, il pense à 360 degrés. Les rôlistes se posent toujours des questions. Mais est-ce que c'est logique? Mais est-ce que la ville, elle est alimentée en blé? Oui, mais pourquoi ce dieu-là? Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais attends, est-ce que la topographie, etc. Donc, on est toujours en train de se poser des questions. On lit beaucoup. Je pense que ça, le jeu de rôle, c'est merveilleux parce que ça amène une culture fantastique. Et il impose un monde ouvert quand tu es en construction de l'univers, quoi. Bah ouais, c'est ça. Et le world building que tu fais en jeu de rôle, il est fantastique, il est très très riche. Donc, on a pu l'appliquer finalement dans Aquablue et puis créer des choses, etc. J'ai en plus fait le petit livret qui accompagne l'écran d'Aquablue, qui est une île, une nouvelle île dans le monde d'Aquablue. L'île aux oiseaux, de mémoire, celle qui est littéralement en forme d'oiseau. Ouais, c'est ça. Et c'était super parce que j'ai mis plein de petits clins d'œil à ma famille, les noms des PNJ qui apparaissent sur l'île, etc. C'est des clins d'œil à certains membres de ma famille, même très proches d'ailleurs, y compris mes filles. Donc voilà, je me suis vraiment éclaté. On a reconnu le gros barbu qui pue, c'est beau papa, d'accord. Et ben non, non. Non, et puis voilà, donc c'est pareil, ça, j'ai pu le choisir, j'ai pu dire, mais ouais, c'est super, Aquablue, moi j'ai lu les BD, voilà, c'est des images dans ma tête, et voilà, d'écrire dans ce monde-là, c'est génial, quoi. C'est ce qui est plaisant en tant qu'auteur. Hein, voilà. C'est un vrai métier, des fois c'est dur. Hein. Je te coupe parce que sinon, toi, comme tu le dis toi-même, j'ai deux transitions, licence plus des trucs sur les noms. Ah bah oui. Ouais, ça c'est le dernier là. Ouais. C'est une licence, c'est ton dernier, et puis surtout tu m'apprenais quelque chose niveau anecdotique sur les noms de personnages, donc je t'en prie. Ah oui. Deux fois et deux chairs. Allez, je te donne une anecdote aussi sur Awaken d'une manière générale. Moi, je découvre Awaken et je commence à le maîtriser en fait à mon groupe de joueurs habituels. Voilà. J'ai un petit clin d'œil, il y a du coup à Jeff, Caribou, Mathieu, etc. Et je maîtrise Awaken, et là, j'ai un coup de fil de Stéphane Barra, le patron des Dead Crow et de Booking Game, qui m'appelle et qui me dit ouais, Christophe, là, on a la possibilité de traduire un jeu qui a l'air vraiment bien, je pense que ça te plairait, j'aimerais bien avoir ton avis, est-ce que tu accepterais éventuellement de faire quelque chose dedans? Il me dit, ça s'appelle Awaken. Et moi, en fait, ça faisait déjà quelques séances que je déroulais du Awaken. J'avais même déjà commencé à traduire pour moi certains passages pour que ça soit plus digeste, y compris pour mes joueurs. Je dis, bah oui, forcément. C'est comme ça que je suis rentré dans Awaken. Et Awaken me plaît énormément, parce que c'est de la bonne dark fantasy. Donc j'ai fait le scénario qui se trouve dans le kit d'initiation d'introduction français, qui s'appelle Prémisse, qui est en fait un scénario que tu peux jouer avant le scénario du livre de base, qui fait la jonction. Et puis de fil en aiguille, ça a plu. Est-ce qu'on peut faire autre chose? On peut faire de la créa française. Et puis voilà, avec les auteurs originaux, on a négocié des choses et on en vient à deux fois et deux chairs. Et deux fois et deux chairs, ça a été un gros boulot parce que je voulais être à la hauteur de l'univers et puis de la permission que me donnaient les auteurs originaux. Donc j'ai fait un travail de fond, et y compris sur les noms, puisque j'ai voulu avoir une sorte de cohérence au niveau linguistique, puisque tous les noms des PNJ et des lieux dans le supplément sont issus du polonais, en fait. Et si, effectivement, vous prenez certains noms de PNJ et que vous les passez à la moulinette d'un simple traducteur polonais-français, ils vont vous donner des adjectifs et des noms qui reflètent l'attitude, la personnalité, l'apparence, ou peut-être ce qui va se passer dans le scénario. Voilà. Et puis après, j'ai voulu aussi faire le côté mystique. Voilà, c'était important pour moi. Donc, j'ai fait quelques recherches, par exemple, Repentance, qui est un des lieux que je décris à la fin du supplément. Il y a tout ce qui se passe autour des lépreux. Ça fait référence aux 10 lépreux qui peuvent apparaître d'ailleurs dans des écrits bibliques. Voilà, donc j'ai essayé vraiment de construire quelque chose de cohérent. Mais c'était du boulot, deux fois et deux chairs. Même si le supplément est court, c'est vraiment du boulot.
Alors du coup, avant qu'on aille un petit peu justement dans qu'est-ce que propose le supplément, pour mes petites lubies. Ah, je t'en prie, ah ok, tasse de café. D'ailleurs, ouais, tiens, hop, on se fait une mini pause, aller au ravitaillement de café. Ah ben écoute, vas-y, hein, pas de souci. J'ai Donc ce je qu'il faut à côté de maîtrise moi, le je t'en cut. prie. Vas-y, je vais faire mon premier truc technique. Cut, Hoboken. J'essaie de Ouais. faire l'accent pitoyable. Donc je suis un gros lâche. J'ai bien prévenu Tricky, genre je m'en fous, j'ai déjà fait une présentation du jeu, t'as écrit pour eux, démerde-toi pour expliquer c'est quoi le jeu. Hop, Ouais. je suis un lâche, monsieur la ficelette, démerde-toi. Bon, dans Awaken, c'est donc un jeu de dark fantasy où les joueurs incarnent des Vassali. Alors, les Vassali sont des personnages extrêmement puissants. Ce sont des humains qui ont une part de sang divin et qui vont donc réveiller des pouvoirs divins. Et ces pouvoirs divins vont les amener au-dessus finalement de l'humanité lambda, mais avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités et puis aussi la peur que tu peux engendrer chez les autres. Et donc, tout Awaken va se baser finalement là-dessus. Oui. Là, je fais comme à l'école. Je vais déjà être casse-couille du coup, mais le divin. Je brûle absolument toutes les étapes vu que j'en ai profité pour te dire est-ce qu'on peut parler de ça du coup, est-ce qu'on vient là, mais la question même du divin, de son enjeu, de qu'est-ce qu'il est dans Awaken, je brûle toutes les étapes. Je trouve qu'en livre de base, on avait quelque chose qui était teasé avec plusieurs voies en possible. Et clair de rien, en canonisant ton supplément, tu as réussi à mettre voilà, une pierre et une orientation en plus. Oui, c'est l'impact finalement de la religion au Pour le dire départ. simplement, le supplément français que tu as fait, moi je trouve il a plus d'impact sur la gamme que le supplément officiel qui a été traduit. Enfin, toi, le Donc, supplément d'origine. Putain, j'apprends à de parler. saga liborienne qui présente une ville, un environnement régional, oui, c'est ça, et qui propose pas mal de matos, etc. Mais en fait, l'idée, c'était aussi de proposer quelque chose de différent, c'est-à-dire si c'était pour faire le même type de supplément, avec la même organisation, la même mouture et la même approche, c'était pas très intéressant. Et n'oublions pas quand même qu'à la base alors j'invite vraiment ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, plongez-vous dans Awaken, hein, qui en très peu de pages construit un monde d'une grande richesse et d'une grande potentialité. N'oublions pas quand même qu'à la Les base méchants, c'est les de... humains. Bah Ouais, aux humains. oui, ou presque. Il y a deux entités qui viennent d'ailleurs, des étoiles, hein, d'un autre monde, où d'ailleurs ils ont perdu une guerre, un conflit, voilà. Et ils se retrouvent sur un ailleurs, une autre planète qu'ils terraforment. Donc d'un côté on a Zinitra et de l'autre côté on a Azimuth. Et donc ils terraforment cette planète et ils commencent à se recréer des serviteurs. Et de façon finalement, certains vont dire assez classique, se pose la question du libre arbitre. Et faut-il créer des serviteurs ayant le libre arbitre? Zinitra s'y oppose et préfère garder ces grands géants qui les servent. Et de l'autre côté, Azimuth, lui, aimerait un peu plus de libre arbitre et va commencer à créer l'homme. Ce qui va amener une fracture entre les deux. Mais au-delà c'est des créatures, mais c'est surtout des entités, c'est sans doute même des principes cosmiques. Et donc, on a déjà cette notion d'une confrontation qui est loin de la confrontation du bien et du mal, mais en tout cas d'une divergence d'idées. Et donc les créations que sont les hommes, à un moment donné, historiquement, même s'il y a eu l'équivalent d'un grand déluge, d'une fin du monde, etc., vont pouvoir se référer à des entités supérieures. Donc la religion, elle est là en filigrane. Je suis obligé de lever le doigt. Mais oui, je rebondis sur ce que tu dis sur le côté, c'est pas le bien et le mal. Et d'ailleurs, c'est très marrant comme c'est, enfin, c'est très fin en fait comme c'est traité dans le jeu, parce qu'on a tout l'aspect effectivement que bah, les hommes se racontent à eux-mêmes d'un point de vue religieux que nous on est les gentils, les autres c'est les méchants. Alors qu'il est clair pour le MJ que bah, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et c'est pour ça quand je faisais le couillon à dire les humains c'est les méchants, on a vraiment en fait des manières de voir le monde différentes qui s'opposent, mais il n'y a pas radicalement de bien et de mal. Non. L'antagoniste principal de Woken, bah, les humains ils font pas que des choses bien. Tu comprends aussi pourquoi ils tuent les humains et de leur point de vue et dans leurs obligations,
ils ont leur raison et leur bon droit d'aller buter des humains. Voilà, même Zimitra, le côté, il veut pas donner de libre arbitre, c'est aussi il veut pas laisser le chaos potentiellement foutre la merde. Et effectivement, l'arrivée des humains, c'est aussi l'arrivée du chaos et la brisure de l'ordre qui va foutre la merde sur la planète. Enfin, c'est vraiment très subtil. Là, Oui, oui, oui. C'est, la force d'Awaken, c'est de reprendre des choses qui nous parlent, qui sont très classiques. Finalement, deux entités qui s'opposent, le libre arbitre autour de l'humanité, une race souterraine qui est un grand danger pour l'humanité. Donc, des choses dans lesquelles on peut très facilement s'accrocher. On se dit, c'est assez classique. Mais finalement, il y a une autre transposition, il y a une autre lecture que tu peux faire. La première destruction de l'humanité qui redevient errante. Bon, finalement, c'est quand même ça lorgne vers le Premier Testament. Donc, il y a plein de choses dans Awaken qui, encore une fois, en très peu d'écrits, en très peu de pages, sont posées et qui donnent un monde très riche. Et puis, n'oublions pas aussi que Awaken, c'est un jeu à factions. Parce que les Vassali, à un moment donné, vont se regrouper parce qu'ils ont bien compris qu'ils sont différents et qu'ils peuvent enclencher des choses auprès de leurs frères humains tout à fait classiques. Mais en se regroupant, naît des courants de pensée, des courants même philosophiques. Si tu compares le cercle, qui est une approche très rigoriste et finalement théologique de tout cela, et Zoria, qui prône au contraire une ouverture, un progrès, etc., y le compris cercle, c'est un social. côté totalitaire, quoi. Ils sont Exactement. conservateurs, mais dans le conservateur qui l'ordre sur le totalitaire, quoi. Ouais. Donc, on peut y voir plein de choses dans ce jeu. On peut jouer à un jeu de faction, on peut jouer à un jeu surnaturel, on peut jouer à un jeu de dark fantasy, mais alors, de la dark fantasy au sens propre du terme, c'est-à-dire il n'y a pas ni le bien ni le mal, tout est en zone de gris, et la thématique finalement du anti-héros aussi en quelque sorte et d'une sorte de fin du monde inéluctable est présente. Parce que Awaken présente ça, l'Alliance, qui est la force politique majeure de la péninsule la plus civilisée, qui s'appelle Salvora, est en train de connaître une crise. Elle va peut-être imploser de l'intérieur, avec diverses pressions. Donc on retrouve cette thématique-là habituelle à la dark fantasy, mais traitée avec des choses qui nous parlent, très simples, très des accroches classiques. Et on peut y voir aussi un traitement qui est moins classique, qui est beaucoup plus subtil et intelligent. Je vous invite vraiment, enfin, ceux qui ne connaissent pas, intéressez-vous à Awaken. Le jeu est sorti et la souscription est finie depuis longtemps, tout ça. Mais donc, c'est pas une question commerciale ou mercantile. Il n'y a rien à voir là-dedans. Véritablement, c'est un monde intéressant de voir comment il est structuré, et même en termes d'écriture. Ah oui, non, mais je te rejoins. Hein, voilà, il a de la créativité. Il est. Après, quelque part, je trouve, entre guillemets, hein, son défaut, c'est quelqu'un qui n'est pas attentif dans sa lecture. Il y a des tas de choses qui vont lui passer sous le nez. Oui, mais tu as raison. C'est d'ailleurs pour ça, et tu l'avais bien noté quand tu as fait la critique de Deux fois et de Chair. Dans le livre, j'invite les gens à relire certains passages du livre de base. Euh, euh, Parce qu'il faut s'imprégner de ces passages-là pour voir ce que j'essaye de développer, voilà, à mon niveau, dans le supplément Deux fois et de Chair. C'est une continuité. Moi, ce qui m'avait déçu dans Awaken, c'est le traitement des colosses. Les colosses, qui sont en fait qu'une image détournée des premières créations d'Asimov et Zimitra, n'étaient pas beaucoup traités dans Awaken. Il n'y avait pas beaucoup d'explications. Il y avait des choses qui étaient lancées, mais il n'y avait pas trop d'explications. Et je voulais vraiment faire un supplément où on met un peu plus de chair autour de ça, et finalement de la foi qu'à un moment donné, les Vassali mettent dans cet acte de devenir colosse, ou ce que les colosses représentent aussi pour l'humanité. T'arrêtes de me bouffer mon boulot. Effectivement, ton supplément amène sur deux thèmes qui sont très bien résumés dans le bouquin. Ce qu'on va sentir, c'est l'aspect religieux que tu as vraiment travaillé et puis mis en avant. Parce que, enfin, on est en plus dans les grands. Enfin, c'est un peu comme on va à Jérusalem, quoi. Là, on est sur le tombeau Ouais. du Christ, on est dans les trucs lourds, quoi. C'est pas Saint-Patrick qui nous a fait la fête de la bière à bout d'huile et. Non, mais quand Oui, même. oui, oui, non, non, j'entends. Ouais. Et puis de chair, parce que effectivement, enfin, il y a le côté gros colosse, mais pour bien comprendre aussi ce jeu de mots dans le titre,
les colosses se forment par rituel cannibale. Oui, c'est ça. Ouais. Donc voilà, la deux chair dans le titre, c'est vraiment, on est sur le cœur de la religion et le cœur de la chair, parce que voilà, l'enjeu principal, ça va être des révélations religieuses, où on va avoir, enfin des révélations, on arrive sur le thème de la révélation religieuse. Là où tu amènes vraiment une grosse pierre, c'est qu'effectivement, dans le livre de base, les colosses, on sait qu'ils sont là. Il y a deux, trois pistes. Et puis justement, il y a aussi des choses que toi, voilà, par ton bouquin, tu arrives, tu fais non, mais en fait, ça, c'est de la fausse piste. Mm. Ça, Oui, oui, qui se pense au rituel c'est du sang. ça. Et j'essaye aussi de ne pas fermer. C'est-à-dire, j'avais envie aussi que les maîtres de jeu potentiels puissent rajouter leur pierre à l'édifice et que ça ne soit pas non plus trop enfermant. Et puis, j'avais aussi envie de propulser les joueurs parce que moi, je déteste les jeux où on te promet de vivre des grandes choses, etc., où tu es au-dessus du reste de la population, mais où finalement il ne se passe pas grand-chose, quoi. Donc j'avais vraiment envie de donner l'opportunité aux joueurs, s'ils le souhaitent, de pouvoir vraiment prendre pied dans une histoire majeure qui va, et tu l'as dit d'ailleurs, hein, dans ta présentation de Deux fois et deux chairs, sur l'autre vidéo, qui peut bousculer les lignes du monde. C'est vraiment ça. Et c'est peut-être cette bousculade qui va amener la chute ou au contraire le fait d'être sauvé. Donc il y a toute cette thématique là derrière aussi et un maître de alors ça demandera effectivement un peu de boulot au maître de jeu et c'est volontaire, c'est pas quelque chose qui est mâché, ça va être un chemin entre le maître de jeu et ses joueurs pour trouver leur propre voie finalement dans ce qui est présenté dans le supplément. Ah oui, de toute façon, tu crées carrément un bac à sable. Ton scénario, ça je crois que je le répète, j'avais dû le dire sur la vidéo, c'est comment on rentre dans ce bac à sable, comment on C'est place ça. les joueurs au milieu des choses, qu'on commence à leur balancer deux, trois secrets, puis après c'est démerdez-vous, construisez votre campagne. Oui, oui, c'est ça. Même si je propose une succession d'événements logiques qui devraient normalement s'enchaîner. Voilà. Et que ça peut servir de guide au maître de jeu. Et le fait de bien décrire le monastère de Péran, où se trouve la tombe, qui est un peu le centre du supplément, le fait de bien le décrire avec des personnalités, des lieux, voilà, une histoire, euh, et la même chose pour la cité de Kéla, ça permet quand même d'avoir un cadre très solide. Et je pense que ce cadre-là, ça te permet de te propulser, quoi. Et d'ailleurs, enfin, j'y pense à cause de DD4, voilà, fait des petites boucles dans ma tête. Awokin, je trouve, aurait enfin possible, enfin, il y aurait une légitimité et une logique que la fin de gamme, toi, s'ouvre sur un jeu de plateau. Oui, Tellement, oui, 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 on va oui. sur quelque chose de. Et t'en es à l'MJ construisait des trucs. Hop, c'est pareil, c'est ma petite graine. On est sur tout un monde qui nous pousse à la guerre mondiale, alors qu'on a deux, trois tout petits éléments qui peuvent permettre la concorde et l'entente entre les peuples qui sont placés hostiles les uns par rapport aux autres, mais tout simplement à cause de la puissance des pairs. Enfin, on pourrait carrément rejouer une thématique d'émancipation j'oserais dire, des enfants, Hum. parce que la réalité fait qu'ils sont placés en opposition alors qu'ils ont des liens pour se comprendre et qu'il y a deux, trois éléments du monde qui leur permettent mécaniquement de se comprendre. Je pense que tu vois la référence. Oui, 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 ouais, tout à fait. Et puis le monde est tellement riche, parce que là, on n'est que sur Salvorin. N'oublions pas qu'il y a toutes les terres barbares. Donc, il y a vraiment un grand potentiel dans Awaken. Et puis, il y a plein d'autres villes dans l'Alliance, etc. Après, je ne sais pas réellement au jour d'aujourd'hui où en sont les auteurs originaux, ce qu'ils aimeraient faire, etc. Je ne sais pas si nous, d'ailleurs, on continuera aussi à faire quelque chose dans Awaken. Mais j'avais envie de traiter ce sujet-là. Franchement, j'ai eu la liberté de le faire. Moi, je remercie, je le mets d'ailleurs dans le supplément, hein, Stéphane, de vraiment m'avoir donné l'opportunité de le faire. Donc, c'est chouette. On verra ce qui se passera par la suite. Mais moi, j'invite vraiment à découvrir ce monde qui est de la bonne dark fantasy, selon moi en tout cas. Alors, je joue au prophète, hein, c'est le cas de le dire, on est dans le cadre du supplément. Mais à mon avis, la saga liborienne, j'ai bien zioté en douce le titre pour pas écorcher quoi que ce soit. On va être sur, enfin,
ils peuvent en faire plusieurs de suppléments comme ça. Parce que là, en plus, toi, quand je le compare au tien, à chaque fois, ça me donne l'impression de le rabaisser, alors qu'il est bon. Mais Ah non, voilà, c'est un bon supplément. Saga Liborienne, et dans ce qu'il propose, est très bien. mais on est sur un supplément local où en fait on donne, il y a aussi un aspect bac à sable, mais on donne un kit de jeu régional. Voilà. Oui, Tu as le c'est petit ça. scénario, tu as les monstres en plus, tu as les pouvoirs en plus, tu as les factions locales. Tandis que là, effectivement, 2 fois être cher, on te propose, enfin, attends, je le répète 15 fois, voilà, je vais te demander une part sur tes marges. C'est une pute. Non, mais voilà, on propose quelque chose qui fait avancer l'histoire, mais l'histoire avec un grand H. Enfin, toi, du coup, je Ouais. répète ce que tu disais, mais c'est une proposition qui est pas. Voilà, tu vas pas jouer une petite aventure dans la fête du conchon dans telle ou telle région. Tu rentres Non, dans cette ambiance, tu c'était marques pas le l'histoire. but. Ouais. C'était pas le but, et en même temps, j'ai essayé quand même de suivre ce côté supplément régional, parce qu'on retrouve dans la structure de mon écrit une structure qui est approchante de ce que peut faire Saga Liborienne, qui est vraiment très très bien aussi, qui fournit plein de matos. J'ai essayé de suivre la même structure, mais je ne l'ai pas utilisé de la même façon. En fait, je ne l'ai pas intégré de la même façon dans le supplément, mais tu retrouves des factions, une ville et différentes choses. Mais je ne l'ai pas traité de la même façon. C'est le traitement qui est différent. Et, enfin, voilà, je fais stylo, je suis méchant. Il y a un personnage enfin, que j'ai trouvé de la saga liborienne qui était superbe et qui pose à l'ouverture. Et quelque part, j'espère qu'ils en font quelque chose de plus tard. C'est Viella la Cruelle. Elle, là, on a vraiment. Ouais. C'est le premier gros monstre officiel qui sort du côté juste de la monstruosité et je trouve qui apporte sur autre chose. Le début de la troisième force, Ouais. enfin, c'est mille Bah oui, fois plus. mais il y a plein de choses. Mais en fait, il y a plein de choses parce que Awaken est basé quand même aussi sur le folklore slave, sur le folklore méditerranéen aussi. Voilà, il y a un peu d'histoire, il y a un traitement intelligent de plein de choses. Donc, tu peux y développer plein de choses. Et d'ailleurs, plein de choses ont déjà été développées dans ce qui a été proposé par Awaken, hein, voilà. Ouais, je croise les doigts pour qu'on ait plein de choses en français parce que bon, je t'avoue, je suis une feignasse, j'aime bien quand il y a les trucs en français. Ouais, ça on verra la suite, s'il y a une suite ou pas. Voilà. En tout cas, moi, cette expérience, elle a été, c'était vraiment jouissif quoi, d'écrire ce supplément. Même si, on en parlait en aparté, même si c'est pas facile d'écrire, quoi, hein. Voilà, écrire dans le milieu du jeu de rôle, c'est pas facile. Enfin, c'est pas évident, quoi, hein. Je sors pas mes pages comme ça. Il y a du travail, il y a de la recherche, il faut faire des rétro-plannings, t'as des dates, tu as un nombre de signes à respecter. Voilà, moi, j'essaye d'être le plus professionnel possible, même si ce n'est pas mon boulot à plein temps, loin de là. Mais voilà, il y a cette approche, parce que finalement, en faisant ça, j'essaie aussi de militer pour le fait que ça soit reconnu. Voilà, qu'on incline directement le sujet. Alors, Tricky, il avait justement envie de parler de c'est quoi réellement le travail d'auteur aujourd'hui, parce que, mais mon Dieu, on n'est plus à l'époque de Croc où tu arrives avec tes petites pages écrites photocopiées pour proposer un jeu, mais non, il y a vraiment du vrai travail derrière. Parle-nous du vrai travail derrière. Ah oui, non, moi, ce que je trouve exceptionnel, c'est que le jeu de rôle, il se professionnalise de plus en plus. Ce qui va arriver, et ce que j'espère, c'est la reconnaissance des gens qui participent au milieu, hein, des auteurs, des illustrateurs, des maquettes, etc. Il y a des maisons d'édition de plus en plus sérieuses qui accompagnent vraiment les auteurs, qui sont aussi dans la reconnaissance de leur travail. Mais c'est un milieu, voilà, c'est pas évident parce que tu ne vis pas du jeu de rôle actuellement, tu ne vis pas de l'écriture, mais il n'y a pas que dans le jeu de rôle d'ailleurs. Tu ne vis pas de l'écriture ou de l'illustration à 100% dans le milieu du jeu de rôle, donc tu dois concilier par ailleurs ton activité et ton activité d'auteur. Et si tu veux le faire de façon très sérieuse, professionnelle, voilà, ça demande beaucoup d'efforts. Et comme le jeu de rôle se professionnalise de plus en plus, finalement, on sort de l'amateur vers le professionnel. Et ce pas-là, de passer de l'écriture de tes scénarios, de ton monde, voire même de ton jeu de rôle chez toi,
à rentrer dans quelque chose de professionnel et d'éditable, ça demande des sérieux efforts. Et voilà, ouais, c'est pas toujours évident. Hein. Et derrière, c'est pas que du plaisir. Moi, je dis souvent que je donne au jeu de rôle ce que le jeu de rôle m'a donné. Je rends au jeu de rôle ce que le jeu de rôle m'a donné. C'est un peu ça. Tu y passes beaucoup de temps, c'est beaucoup de passion. Bon, je pense que voilà, je suis un passionné, hein, je suis un rôliste avant tout. Je suis fier d'être rôliste et j'ai la chance d'avoir pu faire quelques modestes participations à divers projets. Mais c'est du boulot, voilà, c'est vraiment ça, c'est du boulot. Après, oui, bien sûr que tu peux arriver avec ton projet de jeu de rôle, d'idées, de pitch, etc., et que ça prenne avec un éditeur, et puis que l'éditeur te soutienne. C'est génial d'ailleurs, il faut que ça se passe comme ça. Mais c'est aussi parce qu'au-delà de l'écriture, tu as aussi du playtest, par exemple. Quand je fais un scénario pour voir si le scénario fonctionne, si les idées fonctionnent, si les enchaînements fonctionnent, sachant que toute table va s'emparer du scénario et va le transformer. Et malgré tout, il y a des playtests. D'ailleurs, je remercie mes playtesteurs, hein, Axel, Pascal, j'en passe et des meilleurs, voilà, donc c'est une vraie démarche. Et cette vraie démarche, il faut qu'elle soit reconnue. C'est un vrai métier d'être le milieu du jeu de rôle se professionnalise. Le métier d'auteur, c'est un vrai métier. Il implique de l'écriture, il implique de participer à une équipe, il implique d'accepter des contraintes, de travailler avec des illustrateurs, de faire playtester ses créations. C'est quand même mieux, etc., etc., quoi. Donc oui, je revendique beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé un compte LinkedIn, Trikitoff, parce que voilà, c'est professionnel. Et on retrouve d'ailleurs sur ce genre de réseau social professionnel, en tout cas de plus en plus, des illustrateurs, des auteurs, des gens du milieu du jeu. Alors, le jeu de société, le jeu de plateau, c'est déjà très ancré, mais le milieu du jeu de rôle, il vient. Et c'est génial, il faut continuer à C'est participer à un ça. vrai métier, c'est un vrai travail, mais c'est pas encore un vrai emploi. Et ouais, c'est exactement ça. Ouais, ouais, c'est très bien résumé ce que tu viens de dire, Benoît, c'est exactement ça. De temps Ah en ouais, temps, j'ai non, une petite fulgurance comme ça. ah, c'est génial. Je me tarterais, quoi. Ouais, Mais ouais, ouais, c'est bien résumé. il y a vraiment pas grand monde qui arrive à en vivre, ne serait-ce qu'un minimum correctement. Mm. Il y a des gens qui arrivent à en vivoter, mais toi qui caches pas leur... Toi, par exemple, Kelren, il a pas caché que vivre du jeu de rôle, c'est 600 balles par mois, 650, 1000 quand vraiment il a pété la baraque et que c'est le super mois de la fête et du champagne. Mm. Donc toi, tu te dis, waouh, je suis pas grand-chose au-dessus. Voilà, il y a le Mm. RSA et je suis un peu au-dessus, mais c'est pas un vrai Ouais. salaire. Ouais, non, non, la création, voilà, mais c'est aussi. Mais après, c'est une formidable école, hein. Le jeu de rôle est une formidable école, c'est du développement personnel, c'est formidable. Si après, en termes d'écriture, de culture, c'est. Voilà. En tant qu'auteur, ça peut t'ouvrir d'autres portes, parce qu'on connaît beaucoup d'auteurs après qui vont vers le milieu du jeu de plateau, ou alors qui vont vers le milieu de l'écriture et qui écrivent des romans, des nouvelles, etc. D'autres vont peut-être se tourner vers le jeu vidéo. Enfin, c'est une formidable passerelle, le jeu de rôle, qui fait partie d'un grand tout créatif. Ça, je trouve ça génial. Ouais, je pense qu'on est un peu vu comme un vivier de potentiel talent, quoi. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, et Si je puis quand pensais à on parle autour l'harceler, de toi, ben ouais, vas-y. bah oui. C'est qu'a fait un sacré chemin, mais bon. Mm. Après toi, Ouais. on a Pierre Rosenthal, on en a ouais, plusieurs quand même de crocs, enfin tout un chacun. Regarde Maxime Chatham, le jeu de rôle à l'écriture. Forcément, Olivier Sanfilippo à Caen, voilà, en illustration. Voilà, c'est un pote que je connais bien, il habite dans le département, on se croise Ouais, il y a un souvent petit vivier dans le en sud, con. il y a le Ah sud ben et oui, le hein, nord. Enfin, allez, 06 en force, on va se le dire. Mais oui, il y a pas mal. Voilà, il y a des éditions Arcane Publishing qui sont là aussi. Enfin, voilà, ici, mais comme partout ailleurs, il y a un vrai vivier dans le jeu de rôle, quoi. Voilà. Moi, je dis souvent, ouais, fier d'être rôliste, ça nous apporte tellement. ah, mais c'est vrai que enfin, toi, par rapport à d'habitude, on voit tout sur la métropole Paris. Et je trouve qu'au niveau du jeu de rôle en France, c'est vraiment le sud et Lyon, les gros cœurs d'activité. Mais moi, j'ai pas mal bourlingué quand même, tu vois, en convention, etc. Je dirais qu'il y a partout, partout, dès qu'on fait du jeu de rôle, il y a de la création, on se crée ses mondes, on se crée ses règles, et il y a des viviers partout, partout. Il y a une vraie belle énergie, quoi, autour du jeu de rôle, quoi. Voilà. Mais bon, voilà,
je tarirai pas d'éloges sur le jeu de rôle. Hein. Voilà, c'est ma posture. Et du coup, dernier quand même petit conseil, là, on fait une oulala, c'est dur de vivre de jeu de rôle. Si vous voulez vraiment avoir des prétentions de vivre en jeu de rôle, vous écrivez en bilingue, vous faites des trucs ricains, pour la simple et bonne raison que leur marché, c'est nous fois 1000. Ouais, moi je pense que surtout, il faut vraiment, il faut lire beaucoup, il faut faire des efforts en termes de syntaxe, d'écriture, il faut se donner un petit coup de pied aux fesses quelquefois pour faire des recherches quand vous voulez traiter d'une thématique, qu'elle soit écologique, qu'elle soit scientifique, etc., sans tomber dans un côté art science, mais avoir quelques notions scientifiques quand vous voulez parler un peu de science ou d'un univers stellaire, etc. Faut aller vous renseigner. Mais tous les rôlistes le font assez naturellement, mais il faut le faire encore plus en tant qu'auteur. Il faut faire attention à la façon dont on écrit. Il faut s'entourer, il faut accepter la critique. Parce que des fois, on pense avoir une super idée ou avoir écrit un truc formidable et en fait, c'est pas du tout ça. Donc, il faut ne pas hésiter à écouter les conseils. Il faut savoir travailler en équipe. Créer un jeu de rôle seul, j'y crois pas beaucoup. On peut avoir l'idée, on peut avoir la thématique, on peut avoir commencé à poser des pierres, mais après, il y a plein de gens dont c'est le métier. Hein. Alors, hormis John, le Groove, qui est capable de faire de la maquette, d'écrire, de faire du dessin, etc. Voilà, grand respect pour lui. Hein, voilà. Mais il faut savoir s'entourer aussi, et même lui d'ailleurs, hein, dans ses participations, il s'entoure. Donc voilà, c'est vraiment ça. Si vous voulez devenir auteur, savoir travailler en équipe, faire des efforts, faire des recherches, faire attention à l'écriture, et puis y aller, quoi. Hein. En convention, il faut aller faire le tour des éditeurs, parler de votre projet, pitcher votre projet. On a quand même des éditeurs qui sont très à l'écoute, hein, qui sont prêts. Le marché est en plein boom depuis quelques années, et j'espère que ça va continuer. Il n'y a pas de raison, donc il ne faut pas hésiter. Bah, tu m'ôteras pas de la tête que là, tu as défini comment faire de soi-même un bon auteur et que moi, je suis un petit. C'est mon instant capitaliste. Être un bon auteur, c'est indispensable si tu veux voilà, être lu et être joué. Mais si tu veux de l'argent, faut viser les ricains. Ouais. Bah Ouais, ouais, bah, tu vois, pourtant, malgré mon amour pour Donjons et Dragons, hein, tu vois, j'en parlais encore avec Wari, que tu connais là, à Octogone. Voilà, j'aime Donjons et Dragons, j'aime Donjons et Dragons pas que pour le jeu, pour l'univers. Et j'en reconnais aussi les limites. C'est d'autant pour ça que je l'aime d'autant plus. Que ben, pour autant, j'ai pas écrit dans Donjons et Dragons. Je pense pas d'ailleurs qu'un jour, voilà, je sais pas, on dit jamais Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, mais je n'ai pas prétention à écrire un scénario dans DD5 ou dans un monde officiel. Voilà, donc il y a plein de moyens. Enfin, le but, c'est de s'éclater, quoi. C'est une liberté aussi, hein, le fait que ça soit semi-professionnel et pas professionnel, ça te permet de t'éclater aussi, même si tu dois respecter un timing, un nombre de signes, etc. bon, après, ma petite lubie sur le marché US, machin, c'est juste. Enfin, c'est mes petites réflexions du moment. Entre les Meshmen et puis Agathe, qu'on fait quand même des belles percées sur le marché ricain, je trouve que on arrive un petit peu à s'exporter puis avoir un style un peu à la française qui arrive à être reconnu. Après, Oui, 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 bah, oui, c'est vrai, tu as sans doute raison. Voilà, enfin, moi, c'est pas à mon humble niveau, si tu veux, je pense pas qu'un jour Wizard viendra toquer à mon email en me disant ton âme waouh, niveau, Tricky, toi, on a au lu moins, vos t'es suppléments, c'est publié. génial, écrivez pour nous. Voilà, faut rester à sa place aussi, quoi. Donc, voilà. Le but, c'est de s'amuser. Après, ouais, quand même, je le répète, mais ton humble niveau, bah, tu arrives quand même à être publié, quoi. Voilà. Ah oui, 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 oui. Mais je suis publié en étant soutenu par un éditeur, en travaillant en équipe avec d'autres gens de talent, en se mettant en synergie, etc. Puis jeu de rôle, c'est ça aussi, hein, c'est des opportunités, des rencontres, voilà quoi. Hein. Puis il y a plein de projets intéressants, il y a plein de projets intéressants qui pop comme ça, quoi. Voilà. Et mon prochain projet, en l'occurrence, c'est Donjons et Chatons, quoi. Voilà. Ça, c'est ce qui nous attend au début de l'année prochaine, quoi. Voilà. Oui, mais Ça, j'ai hâte. pour projet un projet, c'est pas ce que tu vas, c'est ce dans quoi tu es qui va Mmh. sortir. Oui, oui, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Oui, parce que Donjons et Chatons, là, la souscription, elle sera lancée
aux alentours du Festival international des Jeux de Cannes, quoi, donc février de l'année prochaine. Donjons et Chatons, c'est pareil, c'est l'histoire d'une rencontre. Hein, c'est l'univers de Clément de Ruyter hein, qu'il a dans sa tête et qu'il a envie de projeter en jeu de rôle. Il s'y est déjà essayé. Finalement, bah, voilà, il se rend compte qu'il faut étoffer les choses. Et puis, bah, il va rencontrer François au niveau des Dead Crows qui lui propose bah, ouais, ok, on peut réunir une équipe. Et donc, il me le propose à moi, à John aussi, le groupe qui connaissait par ailleurs Clément. Moi, je suis admiratif du travail de John, et donc finalement, on se met ensemble et on commence à développer l'univers. Voilà. Tu veux que je t'en dise plus sur Donjons et Chatons ou je m'arrête là hein, y Non, a j'étais pas en de... train de me dire, ça faisait un moment que j'avais pas eu d'interview du Grumpf. Ça sera la belle occasion justement de réinviter plein de beaux mondes pour avoir une longue interview du. Putain, quand le Grumpf y passe, on fait des trucs de 3 heures de malade. Mais c'est vrai qu'il. Parce qu'on est des bavards. On est des bavards. Ah oui, puis enfin, toi, c'est quelqu'un qui a tellement de bouteilles aussi que. Enfin voilà Ouais, quoi. bien sûr, Il bien pose sûr. un peu, voilà, il pose un peu le sujet, le monsieur, quoi. Oui, 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 tout à fait. On a, comme on disait, on a vraiment un vivier très riche. Hein. Il y a plein de choses qui se font. Voilà, on parlait de Vivien Fierson avec Libreté, par exemple, ou Explorateur de Bruine. Voilà, il y a plein de choses. Hein. Mais même sur YouTube, tu vois, il y a toi, mais on parlait de Wary avec JDR Passion, il y a Volsung avec 2D6 plus cool. Voilà, il y a plein de choses qui se passent. Comme Martin aussi qui fait des choses très bien. Enfin, il y a Ah, il vraiment y a des plein, gros plein, nazes plein. aussi, hein. Par exemple, je sais pas, le mec, là, le gros naze qui fait la minute rôliste. Il y a Ah des. ouais, non, mais oui, non, mais Pierre, ouais, Pierre, on t'embrasse avec la Minute Rolliste. C'est pareil, hein, c'est une autre chaîne. Allez voir ce que fait Pierre. C'est détendu, c'est des analyses qui sont fines aussi sur le jeu. Voilà, faut découvrir sa chaîne. Voilà, on lui envoie des bisous. Voilà. Un petit clin d'œil à Pierre, qui est, voilà, qui est un joueur et qui est un gros fouteur de merde, je le dis publiquement. Voilà, et qui n'aime pas trop. Mais on pourrait faire un débat contradictoire avec Pierre sur Donjons et Dragons, ça serait intéressant. Ah ouais, ouais. Non, non, mais je suis bien d'accord. Surtout qu'il n'a pas, enfin voilà, une position bêtement bête du genre anti-Donjons et Bien sûr. Dragons pour le. Mais oui, oui, y a pas de souci. Du coup, hop, j'en reste là. Donc, le mot de la fin, je te le laisse. J'ai un clébard qui vient toutes les 25 secondes me faire ah, c'est quand la sortie? C'est quand la sortie? Ben, écoute, le mot de la fin, moi vraiment je te remercie de ton invitation. J'avais vraiment envie de discuter avec toi depuis un certain temps parce que je suis ce que tu fais. Ouais, moi j'aime parler de ce que je fais aussi. Hein. Et puis voilà, puis d'intéresser les gens. Oh merci, merci, tout plein d'amour. Moi aussi je t'en envoie plein. Et puis intéresser les gens, quoi, parce on a un formidable loisir. Euh, puis ça peut donner envie aux gens de bouquiner, de se plonger dans certains jeux, etc. Tant mieux. Moi, je suis ouvert, hein, n'hésite pas, je répondrai présent dans la mesure de mes dispos. Et puis voilà, puis j'envoie un grand salut à la communauté, parce qu'elle est belle, notre communauté. Voilà. Plein d'amour pour tous les petits rôlistes. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Qu'on arrête d'être Voilà. gentil, là, non mais oh. Non, mais Bon, la prochaine fois, on fera quelque chose de méchant. voilà. Non, mais ouais, sérieusement, effectivement, pour la sortie des chatons, on parlera de ça un petit peu. Puis si tu veux, enfin, Hum, toi, on en avait parlé un petit peu en off. Hein, je t'ai dit, moi, je serais bien content de t'avoir avec le Pierre pour qu'on dise des bêtises. Parce que qui plus est, enfin, effectivement, vous vous connaissez dans l'intime. Toi, tu es un gros fan de Medfan. Lui, c'est un gros pas fan du tout de Medfan. Et ça pourrait être un discours intéressant parce que justement, ce ne sera pas une engueulade de deux gens en opposition qui cherchent à qui c'est qui a la plus grosse devant une caméra, mais un vrai échange avec bah, des arguments justement et des avis et des sensibilités contraires. Donc ça peut être intéressant comme, enfin je trouve comme échange justement. ouais, ouais, ouais. Puis il y a de quoi organiser de belles tables rondes aussi, hein, parce que comme on disait, il y a vraiment un vivier sympa dans la communauté, sur YouTube, etc. Donc, puis il y a plein de sujets abordés hein, dans le jeu de rôle, que ce soit la création, l'écriture, l'analyse de certains univers, le Medfan, qu'est-ce qu'on peut y mettre derrière. Il y a tellement de sujets, le jeu de rôle, on peut le prendre de plein de facettes différentes. Ce sera ton joli mot de la fin. Ouais, on fait comme ça. Ciao tout le monde! Salut les gens!